Comme One, le média de l'EFJ. Écoutez. Bonjour à tous, vous nous avez manqué ces derniers mois. Bienvenue pour cette nouvelle émission, très heureux de vous retrouver sur Twitch pour un peu plus d'une heure avec nous. Alors oui, vous l'avez remarqué, il y a eu des changements, forcément. Et non, Flore ne s'est pas transformée en garçon. En tout cas, pas pour le moment, ou pas que je le sache. Et oui, Abel est bien le nouveau présentateur de cette émission. Bonjour Abel. Bonjour, on est en direct là ? Je crois qu'on est en direct sur Twitch. Je ne savais pas que l'émission avait commencé. Il y a déjà 20 personnes en direct. Désolé, je suis vraiment désolé. Non, écoute, moi ça va super et toi ? Écoute, je suis en chaud patate. Mais alors chaud patate et je crois, et faut le dire, on a un programme de ouf. Ouais. Je pense, tu vois, pour ta première, tu vas le présenter ce programme. Allons-y. Alors au menu aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est en entrée Rémi qui nous emmènera dans les coulisses de la course Adidas Dika de Paris. Nous poursuivrons ensuite avec notre Mister Météo Antoine, qui sera accompagné du célèbre Louis Baudin. Il va pouvoir nous parler des récentes vagues de chaleur qui ont eu lieu en région parisienne. Mélina et Aurélie reviendront ensemble sur l'affaire Liana et les problèmes que cette tragédie met en lumière. On poursuivra avec l'analyse d'Alix sur les terres rares à la sauce 12 coups de midi. Et j'en profite pour vous dire que vous pouvez tenter de participer à cette chronique en téléphonant au 08 05 98 01 86. En participant à cette chronique, vous pouvez évidemment gagner une doudoune offerte par notre partenaire et vous aurez peut-être même la chance de poser une question à notre invité. On peut même répéter le numéro Abel pour que tout le monde entende, parce que appeler c'est important. Appeler c'est important, vas-y. Le 08 05 98 01 86. Ensuite c'est Flore. Allez. Et ensuite c'est Flore, donc elle nous emmènera à Cannes pour nous rappeler l'affaire autour de Samuel Paty et surtout le film qui est sorti. Et enfin nous aurons le droit à un programme sportif avec Manon, Hugo et Margot. Et aujourd'hui, vous le savez, Tour de piste, depuis quelques jours, nous recevons l'un des visages préférés des Français, animateurs, comédiens, producteurs, hommes de radio et de télévision. Il accompagne le quotidien de millions de téléspectateurs depuis plus de 30 ans. Et oui, Jean-Luc Reichmann est avec nous en direct sur Twitch. Bonjour Jean-Luc Reichmann. Ça va ? Ça va et vous ? Je suis très heureux d'être là depuis plus de 30 ans, c'est vrai, d'accord. Donc vous en avez 20, c'est ça à peu près ? On a 20, ouais, entre 20 et 22. Donc voilà, vous étiez pas du tout nés les enfants. Donc papa est venu vous voir. Et on est très heureux de vous accueillir et au nom de toute l'équipe de Tour de piste, on voulait vous remercier. Non, mais c'est sympa parce que en fait ça s'est bien passé. Tu m'as envoyé des mots, c'était assez étonnant. Je me suis dit tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là sur mon portable personnel ? Je suis étudiant. J'ai eu votre téléphone par TF1 et tout, donc voilà, je me suis renseigné, tu comprends bien, bien, merci, évidemment. TF1. Non, mais ça me fait plaisir. Et puis c'était pas du tout prévu. Et puis ça s'est fait en 8 jours, hein, c'est ça même pas ? Même pas. Voilà, même pas. Et j'ai été réactif parce que je me dis que, tu sais, c'est une question de transmission. Vous savez à peu près qui je suis, j'ai des enfants, tout ça. Et je pense que si je peux vous aider à réfléchir ou vous faire grandir dans vos têtes en répondant à vos questions, que je me sens utile. Et dès que je me sens utile, je me sens mieux. Donc voilà pourquoi j'ai accepté cette émission sans vous poser quelques questions. On se sent obligé. Vous êtes né à Fontainebleau. Oui, c'est ça. Mais vous avez passé votre enfance à Toulouse. C'est ça. Quand vous repensez à ce petit garçon, quel est le premier souvenir qui vous revient ? Le petit garçon, le petit garçon, c'était pas facile hein, quand même, avec une tache sur le nez, tu sais, c'est à l'école. Donc il faut toujours transformer le négatif en positif, mais quand t'es gamin et que tu t'en prends plein la gueule, excusez-moi, je parle franchement, on n'est pas à la télé, donc je parle, non, vous d'accord. pouvez, alors là... Et dans la cour de récré, ça n'a pas été facile, parce que, tu vois, on m'appelait Nérapé, on m'a dit, mais ta mère, elle avait envie de fraises, ton père, il était pochetron, il buvait, machin, etc., et voilà ce que ça donne. Et puis quand, à 13-14 ans, tu commences à avoir les premiers émois émotionnels avec une fille, et que la fille te dit... tu comprends, on va pas sortir ensemble, je vais pas sortir avec toi, tu as vu ce que tu as sur le nez ? Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, effectivement, pour répondre à ta question, tu te dis que c'est la différence. Et puis à l'âge de 10 ans, 9 ans même, ma petite sœur est arrivée, mais il y avait toujours pire que moi, puisque ma petite sœur est arrivée handicapée, sourde profonde, et donc il y a toujours pire que soi.
Et donc, tu essayes toujours de transformer le négatif en positif. Alors, le petit garçon qui était dans la cour de récréation, et j'ai été malmené, etc., j'en fais pas, évidemment, une affaire d'État, puisque la preuve, je suis là. Et quand on m'a demandé de cacher ma tâche au début à la télé, eh ben, je me reconnaissais pas. Et au bout de 6 mois, 1 an, j'ai dit à mon patron, je me reconnais pas. J'avais des pompes jaunes, des chaussures jaunes comme ça, énormes. Mais alors je lui dis, tu sais, si tu as un petit peu d'autodérision et du décalage, tu arrives à pas mal de choses. Il faut avoir beaucoup d'autodérision et s'amuser de soi-même. Il faut surtout tout mettre au porte-manteau et tout laisser derrière sa fierté. J'ai dit, écoute, tu sais, ça va être soit la tache de couleur, soit les pompes de couleur, parce qu'il ne supportait plus mes pompes. Et donc j'ai gardé la tache. Mais bon, j'ai gardé, après, j'ai remis des chaussures de couleur. Hein, faut pas Tu me regardes, Aurélie, et tu penses à quoi, là? Je vous écoute, c'est tout. Ouais. Mais ça te parle, voilà, tout ce qu'un enfant peut vivre comme ça ou C'est sûr que c'est pas facile quand on a une différence. Bien sûr. Après, ça fait de vous qui vous êtes. Vous êtes unique, du coup, comme ça. Mais Donc, chaque personne, chaque entre personne nous est unique. C'est pour ça, voilà, on est là pour se décontracter. C'est pour ça que je parle un peu, pour vous mettre à l'aise et pour vous dire, en fait, voilà, je suis un membre de votre famille, puisque vous êtes obligatoirement tombé sur moi à un moment donné dans votre vie, peut-être. Oui. Et mais vous allez justement, voir, c'est ça. Rémi trépigne il est d'impatience unique. de parler aussi. Hein. C'est vrai, on le voit trépigner d'impatience. oui, C'est trépigne. vrai, avec cette superbe coupe de cheveux, une espèce de semi-taper espagnol. Ah oui. Ah, vous avez. Ah oui. Ben oui. Et justement, Jean-Luc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Adidas Dika? Alors, non, un de nos enfants a fait l'Iron, là, au Grand Palais. Oui, On parlait de l'Aerox. L'Aerox, pardon, au Grand Palais. Il a fait Lyon il y a la semaine dernière. Et il a fait l'Aerox. Et moi, alors, je suis allé le voir au Grand Palais. Donc, j'ai fait comme lui, j'ai acheté les chaussures, c'est tout. C'est très bien. Et ben Rémi est un expert de l'Adidas Dika, justement. Eh oui. Et il va nous en parler dès maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jingle, pardon. Eh oui. Merci Abel, enchanté Monsieur Reichmann. Alors, Enchanté. ce dimanche, pendant que certains faisaient une bonne grasse mat, moi je me suis levé tôt pour participer à l'une des plus grandes courses de 10 km d'Europe, le Adidas Dika Paris. Félicitations. D'ailleurs, merci. D'ailleurs, il me semble, Monsieur Reichmann, que vous avez un sacré passé de runner. Regardez. Course. Alors j'ai fait les courses évidemment à Auchan, à Carrefour. Un peu Pris dans ton propre piège. je fais souvent les courses en fait. J'aime bien parce que mon père était dans les hypermarchés Mammouth à l'époque. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de courses. Non, j'ai fait beaucoup de sport, oui. Ok. Mais pas ce genre de sport. C'était dans le sport de combat moi pendant très longtemps. Ok. Bah écoutez, moi, je me suis levé à 5h30 du matin pour faire cette course. À Alors, je peux vous 5h30 c'est le matin, c'est sûr. dire- Ouais, Bien joué. c'est vrai. Et je veux dire que dans le RERC... Parce que si tu te lèves à 17h30... À 7h30, c'est que je suis parti le soir d'avant. Bon bref. En tout cas, le matin dans le RERC, je veux dire que je passais pas vraiment un très bon moment. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'étais quand même assez content d'être là. Et j'ai remarqué que tout le monde avait une bonne raison aussi d'être ici. Regardez. J'espère le faire en moins de 43. Donc je suis en SAS 43, donc objectif moins de 43. Alors mon objectif c'est quand même de me la cramer, parce que je vais faire un bon temps quand même. Mais je vais profiter, genre tous les monuments et tout, passer devant, regarder et tout, c'est cool. L'année dernière, j'avais fait un record au 10 km des Champs-Élysées. Là, je me suis pas très bien préparé, mais après, avec l'engouement, tout le monde qui t'encourage, genre, on sait jamais, on peut faire un PR. Je suis très contente mais très stressée, j'ai envie de pleurer de stress. Mon objectif c'est de la terminer parce que j'ai quand même payé 100 €. J'ai prévu ma petite playlist, un peu de techno, un peu de boîte de nuit. Là je serai un peu à Ibiza avec la musique. Oui, bah un peu à Ibiza, j'ai l'impression que tout le monde veut être un petit peu actuellement. Ah, Mais bon, ouais. Ibiza quand même. Oui, tout le Pas monde mal. veut être à Ibiza. Bon. Pas mal. On remonte quand même à Paris Mais pour ça faire va, la course. saison elle est lancée depuis un mois là. C'était début mai. De Ibiza. Ah ouais. Ah bah alors je connais quelqu'un, marin, qui adore ça, si vous voulez, vous pourrez lui parler à Big propos up, des tours marin. d'Ibiza. Big up. D'ailleurs, petite dédicace à lui. Bon, malheureusement on remonte quand même à Paris, bon, il fait assez beau. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que cette course finalement? Alors le Adidas Dika Paris, c'est l'une des plus grandes courses sur route d'Europe. Cette année, plus de 44 000 participants ont parcouru 10 km à travers la capitale, en passant notamment à côté de la Tour Eiffel, la pyramide du Louvre, l'Opéra Garnier, l'église de la Madeleine et pour finir, attention, en apothéose, la remontée des Champs-Élysées et le passage le long de l'Arc de Triomphe, franchement, est pas mal. Il y a pire. Mais ce qui marque surtout quand on est sur place, c'est l'ambiance, parce que franchement, c'était partout.
Alors, bon, pas partout, ok. Pas partout, oui. Mais globalement, l'ambiance, ça ressemblait à ça. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est Franchement, mal, ouais. J'aime bien. Bon. J'aime bien. Donc on rigole, on s'ambiance bien sûr, mais je pense qu'il y a un détail que certains oubliaient, c'est de courir en fait les 10 km. Donc ceux qu'on a vus avant, est-ce qu'ils sont contents de leur course finalement? Bah, on va leur demander. Très compliqué, surtout la fin, la montée des champs. Mais avec toute l'ambiance qu'il y avait, c'était super. Je pense que je le ferai l'année prochaine, mais cette fois-ci, peut-être je devrais m'entraîner avant. Elle est super. Ouais, content parce que j'étais en sub 43. Donc je tout donnais pour. Vers la fin, c'était un peu dur parce que la grosse montée des champs, c'était dur. Mais en vrai, content. J'adore. Je suis trop content, j'ai fait 41,50. La médaille, elle est là. Ça y est, on a fait le record. J'avais les copains qui m'ont fait cette pancarte pour me supporter sur l'arrivée, donc je pouvais que faire un PR en fait. C'était hyper dur. Je me suis tapé un sprint sur les derniers 200 mètres. J'étais à fond, tout le monde disait allez Manon, allez Manon. J'ai terminé 11 minutes avant la fin du chrono en 1h19. Et vraiment, j'adore l'ambiance, c'était super cool. Et là, du coup, je me suis donné le défi l'année prochaine, moi aussi je cours. Et oui, alors cette année, les records sont tombés tant bien que chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, Mehdi Frère s'est imposé en 28 minutes et 11 secondes, battant ainsi le précédent record détenu depuis 2022 par Hassan Chadi en 28 minutes et 19 secondes. Et chez les femmes, Margot Serrier qui a également battu le record de l'épreuve avec un temps de 31 minutes et 48 secondes, un record qu'elle détenait déjà depuis 2024 en 32 minutes et 18 secondes. Quel âge ils ont, c'est là, tu sais pas, à peu près, parce que c'est des adultes. Hein. Ouais, dans la vingtaine, la trentaine. dame, elle est française, et le monsieur... Ouais, les deux sont français, ouais. Les deux sont français, d'accord, C'est ça. ok. Et Ok. ce sont des cours professionnels. Hein, Ah ouais, donc, ouais, c'est ça, ouais, parce qu'il y en a plein qui le font en dilettante, quoi. Ouais, exactement. Eux, c'est pour ça le départ à 7h du match, je peux vous dire que ça devait bien réveiller. Ouais. Et donc, avec ces records-là, moi j'ai une question pour vous. Vous qui côtoyez beaucoup de champions, est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à la limite des records ? Ah oui, oui, c'est délicat, parce que maintenant qu'on a mis le doigt où ça faisait mal, tu sais, sur les dopants et les stéroïdes anabolisants, bien sûr que ce qui est intéressant, c'est la perf de chacun. Après, tu vois, là, on va rentrer quand même dans une grande lignée sportive. Il y a eu... ce qu'il y a d'intéressant, c'est par exemple le Zverev, c'était hier, avant-hier. C'est ça, avant-hier. On est mardi, ouais, donc c'était avant-hier. Puisque nous sommes en direct. Tu vois, Zverev, il a quand même des choses dans sa vie. Il a eu des problèmes de santé, donc c'est vraiment... voilà, il a pris réellement sur lui. Et j'ai appris quand même, vous savez pourquoi il n'a pas fait la une de l'équipe ? Parce que je me suis dit, tu as appris ça? Ouais, Oui, affaire, ouais. sur son affaire avec ses ex-compagnes. Ouais, c'est ça, avec oui. ses ex-compagnes. Et j'ai trouvé ça quand même très élégant de la part de l'équipe, Oui. de ne pas le mettre en avant, mais je me suis dit, c'est marrant. Et je n'avais pas le passé. Ouais. Donc ça veut dire que, pour essayer de répondre à ta question, c'est de se dire ce qu'il y a de beau, c'est les aventures humaines. C'est effectivement, il a pris beaucoup sur lui parce qu'il a eu beaucoup de problèmes de santé. Il n'avait jamais gagné un tournoi du Grand Chelem, d'après ce que j'ai compris. Ça. Et ça, voilà, c'est surtout l'humain qui est intéressant. La surperformance permanente, au bout d'un moment, c'est compliqué. Où va tout cet argent? Où va tout ça? Voilà, pour se dire, ah ouais, mais il a fait mieux que mieux. Oui, ça dépend. Là, j'étais à Monaco, au Grand Prix de Monaco. Il y a eu des surperformances et maintenant, il y a des moteurs électriques. Donc, ce sont d'autres données. Ce qui fait que le tour de piste, il est moins rapide. Mais quand même, ce qu'il y a de vachement bien, en parlant d'aventure humaine, c'est que, comment il s'appelle, Kim Antonelli, ouais. Antonelli, il a 19 ans, quoi. Il est plus jeune que vous. Ouais. D'accord, puisque vous en avez 20. C'est ce que vous m'avez dit. Donc, il a 19 ans. Ouais. Et c'est-à-dire que je sais même pas, je pense qu'il n'a pas encore le permis de conduire. Il l'a passé début d'année, ouais. Il l'a eu. Alléluia. Yeah. Mais c'est le mec, quand même, le plus rapide. Et donc, si tu veux, ce qui est intéressant, juste pour terminer, pour faire un petit peu court, c'est que d'un côté, tu as un gamin de 19 ans, parce que pour moi, c'est un gamin, et il est hyper bien éduqué, élégant. J'étais au Sporting le soir, il était à côté de son Altesse Albert de Monaco.
Et il a joué le jeu, il parle italien, il a 19 ans, d'accord, puisqu'il est italien. Il parle français, espagnol, anglais. Et le gars, hyper chic, je tiens à remercier ma famille qui m'a toujours soutenu depuis l'âge de 12 ans. Mais ce qu'il y a de plus étonnant par rapport à cette surperformance, c'est qu'à côté, tu as un mec qui a 38 balais, non mais tu vois, et qui arrive second. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Lewis Hamilton. Et c'est ça qui est bon. C'est-à-dire que le mec, il a 19 ans, l'autre, il en a 38. Donc 19 et 19, eh ben, on arrive sur 38. Le mec, non, mais le mec, il a le double. Donc ce grand écart générationnel, voilà, ça veut dire que c'est comme si c'était son grand-père, son grand frère, son père spirituel, quoi. Parce que quand il était gamin, il le regardait comme ça. C'est ça qui est bien. Et je trouve ça merveilleux. Et comme ça s'est passé, et celui qui a éliminé, c'était pas l'Italien, mais qui a éliminé Djokovic, il était fan de Djokovic quand il l'a éliminé sur Roland Garros. Excuse-moi, j'ai pas trop la mémoire des noms, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est ces aventures humaines qui nous transcendent. Voilà, que tu aies 19 ans ou 38 ans, eh ben, tu peux être premier et second au Grand Prix de Monaco. Ça, c'est... Et d'ailleurs, on en reparlera de ce Grand Prix de Monaco avec Margot, que j'annonce dans quelques minutes. Mais Rémi, je m'engage devant toi que l'année prochaine, promis, je ne sais pas si je ferai l'Adidas. Voilà. Tu le feras Pas. Tu le feras pas? Et vous, Jean-Luc? Que je ferais courir dans Paris. Non, je ne le ferai pas. Mais courir, on le fera à côté. Ouais, je peux faire. Et bien sûr, bienvenue. Vous en êtes 8 km 500. Et sur le chat aussi, n'hésitez pas à dire si vous faites le 10K Adidas, c'était très bien. Et moi, j'ai adoré. Bah écoute, moi, Rémi. Ah oui, il pose des questions en même temps? Oui, en tout cas, beaucoup dans le chat le feront avec toi, Rémi. Oui, et même moi, tu m'enverras les inscriptions. Ouais. Je m'engage à le faire avec toi. Et vous aurez 7 médailles, les amis. Écoute, comment ne pas venir pour une médaille? Quand même. Ouais. Mais petite question, Raph, ça t'a pas donné un peu chaud, toi, cette chronique? Si, moi, je suis en chaleur, mais depuis... C'est bizarre ce que tu dis, Raph. Non, mais c'est-à-dire... je te le dis, oui, non, mais c'est-à-dire que la semaine prochaine... J'ai rien à dire, Raph, mais il faisait 30 Raphaël, tu n'es pas je suis en chaleur, si tu veux. Voilà, voilà, mais tu l'as dit, ça y est, c'est fini, on le dit plus. Ok, pas de problème. Donc tu as chaud. Il fait très chaud. T'as un coup de chaud. Un coup de chaud, mais depuis pas mal de semaines, en fait. C'est-à-dire que la hausse et la baisse des températures, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'à côté de vous, Jean-Luc, vous avez Antoine qui est allé se former, je pense que vous le connaissez, Mister Météo, le grand et l'unique Louis Baudin. Oui, bien sûr, à TF1, à RTL et autres. Très agréable comme personnage. Ah non, mais alors il est très élégant. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai pris plaisir hier, on a bien parlé. C'est cool. Ouais, Antoine, jingle. Yeah. Ash to ashes, dust to dust, the dustiest niggas been fucking with us. Am I a goat? Well, probably not. Du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin du mois, on a quand même vécu une vague de chaleur intense et sans transition. On a remarqué. Ouais, sans transition. je t'assure, Abel, on a bien remarqué, Abel. Et vous avez remarqué que tout est redevenu normal après ça. On a remarqué aussi, Abel. On a vécu la même chose que toi, Abel. Super, du coup, Antoine va pouvoir nous en parler. Les hauts et les bas. Jean-Luc, dans votre émission, les candidats passent beaucoup de temps à chercher l'étoile mystérieuse. C'est vrai. Mais je crois que ces dernières semaines, même elle n'aurait pas réussi à prédire la météo. Fin mai, une grande partie de la France a connu des températures exceptionnellement élevées pour la saison. Dans certaines régions, les thermomètres dépassaient les 30 degrés. On parlait de chaleur précoce, parfois même de conditions presque estivales. Et puis, en quelques jours seulement, changement complet de décor. Retour de la pluie, retour des nuages, retour aussi de la température beaucoup plus froide. Est-ce que ce changement vous a surpris ? Bah regarde, j'étais quasiment en chaleur, comme disait. C'était. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des. Voilà, il faut s'habituer. Moi, tu te dis qu'il y a tout qui change, et c'est vrai qu'à notre petit niveau, il faut qu'on aide comme on peut aider pour éviter de détruire notre planète. On le fait avec Evelyne Delia depuis très 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 longtemps. C'est surprenant, oui, c'est surprenant, mais bon, il y a toujours eu des chocs climatiques. Là, il faut juste qu'on soit conscient que. À un moment donné, il faut faire attention à notre belle planète. Donc ça oui, que ça me surprenne. Après, tu sais, tu prends la météo comme elle vient. Quand il fait chaud, tu t'habilles moins. Quand il fait froid, tu t'habilles plus. Quand on est en chaleur. On s'habille moins quand on est en chaleur. Ça fera la ref de la... Non, c'est pas la ref, c'est la raf. C'est la raf de l'émission. Bien joué. La raf de l'émission. Il est infernal, ce type. Donc cette question, beaucoup de Français se la sont posées. Ce qui a marqué, ce n'est pas seulement la chaleur, c'est surtout la rapidité avec laquelle le temps a changé. Ah oui, ça, je suis d'accord.
Comment passe-t-on d'un épisode aussi chaud à une météo beaucoup plus perturbée? Voici la réponse de Louis Baudin. Alors le contraste, il est facile à comprendre, ça il a toujours existé, surtout au printemps, ce qu'on appelle les saisons intermédiaires. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois l'air froid qui résiste encore un peu, et puis l'air chaud qui remonte du sud. C'est typique avant l'été, où là c'est l'air chaud qui l'emporte. Donc dans cette période un peu intermédiaire, on peut avoir brutalement l'air froid qui l'emporte, et puis une semaine après l'air chaud. Donc ça, c'était tout à fait normal. En revanche, deux choses à remarquer. D'abord l'intensité. Pendant cette période, ça a duré quasiment une semaine, on a eu des records de température. Bon, ça c'est inhabituel. Puis deuxièmement, c'est arrivé très tôt, fin mai. D'habitude, c'est plutôt au mois de juin. Là, ce sont quand même deux signes forts du réchauffement climatique. Et lorsque le thermomètre grimpe aussi haut, une autre question finit toujours par s'inviter dans la conversation. Sur les réseaux sociaux, dans les médias ou simplement autour d'un repas en famille, le changement climatique est-il responsable? On a souvent tendance à relier immédiatement un événement spectaculaire à une tendance de fond. Mais est-ce vraiment aussi simple? Alors, la grande difficulté, c'est ça, c'est ce que je disais, les variations, elles ont toujours existé. Et d'ailleurs, ceux qui doutent encore, c'est ce qu'ils disent. Bah oui, il a fait chaud, il fait froid, ça alterne. Non, là quand même, ce qui est très marqué, c'est d'abord les records. Par définition, record, ça veut dire qu'on n'a pas vu ça avant, en tout cas depuis qu'on fait de telles mesures, c'est-à-dire à peu près l'après-guerre, donc environ 60 années. Et puis ensuite, vraiment la précocité. C'est ça qui est remarquable. Quand ça se produit fin mai, on peut se dire là quand même c'est totalement inhabituel, quelque chose qui doit plutôt arriver au mois de juin, voire au mois de juillet. Mais en même temps, il est clair que des variations, des moments où on aura du chaud et du froid, ça existe. Ce qui est intéressant, c'est que la météo occupe aujourd'hui une place immense dans notre quotidien. Un risque d'orage, un week-end ensoleillé ou une vague de chaleur, et immédiatement les discussions commencent. Jean-Luc, dans votre métier, il faut souvent gérer les imprévus. Mais entre nous, qu'est-ce qui est le plus difficile à anticiper? Une émission en direct ou la météo française? Une émission, c'est un taux de réactivité parce que la météo, on ne peut pas faire grand-chose. Alors qu'une émission, c'est nous qui avons les rênes, donc il faut juste arriver à être réactif. La météo, tu n'y peux rien. Malheureusement, tu subis. Bien sûr. T'en chaleur après. Mais on entend souvent quand même que... En tout cas en France, les gens quand ils disent qu'il fait beau, qu'il fait chaud, il fait trop chaud. Et quand il pleut, il fait froid et c'est un temps, comme on dit, de brin. Mais c'est un temps, comme on dit, de brin, dans le nord. Ah oui, de brin. Dans le nord. De brin. Moi j'ai du nord, c'est pour ça. De brin. De brin. Demain je vais à Lens. Lens. C'est à temps de brin. C'est bien Lens, vous avez plein de choses à faire là-bas. Je peux vous donner de bonnes adresses. Et si on restait sur la météo, je pense je vais à Lens pour une association pour les enfants. Non, mais c'est rigolo, mais parce que de toute manière, je dois t'avouer que ma maman disait la même chose. Oh, dis donc, il fait froid, hein. Et toi, quel temps t'as à Paris? Puisque je suis de Toulouse, comme tu l'as dit à Rémi tout à l'heure. Et puis, il a dit, oh, dis donc, vous avez de la pluie aussi ou pas, là-haut? Ouais, vous avez de la pluie. Et à Fontainebleau, quel temps il fait? Parce que voilà, tu m'as dit que j'étais amené à Fontainebleau aussi. Et d'un seul coup, il se passait plein de choses. Mais c'était les mêmes sujets de discussion. Je pense que c'est des sujets de désoccupés. Oui. C'est-à-dire que c'est des gens qui disent nous, quand on est à 200 km/h, tu rentres dans un studio, ah oui, il pleut, zut, je suis mouillé parce que je suis en deux roues. Mais autrement, tu continues à avancer. Moi, c'est la joie à l'intérieur. Et même s'il pleut à l'extérieur, il fait beau sur le plateau des 12 coups de midi. Évidemment. Cette attention permanente portée à la météo, Louis Baudin l'observe depuis plusieurs décennies. Au fil des années, il a vu notre rapport au temps changer, notamment avec l'arrivée des applications et des alertes en temps réel. Je lui ai demandé s'il partageait ce constat. Ah oui, alors ça, il a complètement changé. Je prends toujours cet exemple. Moi, ça fait un peu plus de 35 ans que je suis prévisionniste. Et les premières fois où j'ai dit je suis un prévisionniste, tout le monde me regardait avec un petit sourire en disant mais c'est pas un métier ça, tellement on n'était pas fiable. Et c'est vrai. Je me souviens, moi j'ai commencé, je faisais pour Météo France la protection des bateaux qui rentraient et sortaient du port de Marseille. Et on pouvait encore se tromper à cette époque-là, à 24 heures, sur une séquence de Mistral. D'ailleurs, quelques marins parfois venaient un peu nous donner leur façon de penser, tellement ils s'étaient fait surprendre par un coup de vent qu'on n'avait pas avancé. Et puis 35-40 ans plus tard, là c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la prévision a tellement évolué que je suis presque devenu un devin. C'est-à-dire que c'est presque moi qui dois faire la météo. Alors évidemment, c'est pas moi qui l'a fait, je vous le dis tout de suite, j'essaie juste de la prévoir. Et puis il y a une réalité que l'on oublie souvent. Prévoir le temps qu'il fera demain n'est pas une science exacte. Derrière chaque prévision, il y a des données, des calculs, des modèles. Mais malgré tous les progrès technologiques, une part d'incertitude subsiste toujours. Jean-Luc, dans votre métier, il arrive qu'un direct prenne une autre direction, qui est un peu inattendue.
En météo, c'est un peu la même chose. J'ai demandé à Louis Baudin comment on apprend à travailler avec cette incertitude. D'abord, on est très humble. Moi, j'ai appris ça dans la vie. Il faut rester très modeste, très humble. On ne fait pas le malin quand on est confronté à la nature. Par exemple, à travers la météorologie, où on fait des prévisions, on les améliore, on parvient à être un peu plus juste. Les pourcentages de réussite sont un peu plus importants. Voilà, on peut dire qu'à 24 heures, maintenant, on est bon à 90-95%, mais ça veut dire qu'il y a encore 5-10% d'erreurs. Donc voilà, il faut l'accepter, ça aussi. Mais on continue à progresser. On fait avec, on reste humble, on fait de son mieux. Et on essaye de communiquer le plus justement possible par rapport à la fois à l'incertitude et par rapport à ce que l'on sait d'à peu près sûr. Finalement, entre les fortes chaleurs de fin mai et le retour de la pluie ces derniers jours, la météo nous aura offert un véritable grand écart. Et si elle continue de nous passionner autant, c'est peut-être parce qu'elle reste l'un des rares sujets capables de réunir tout le monde, quel que soit son âge ou son métier. Merci à Louis Baudin pour cet entretien. Merci donc à Louis Baudin et merci à toi, Antoine, pour cette chronique. Alors, c'est une figure familière de la vie politique française qui nous a quittés. Bernadette Chirac s'est éteinte vendredi soir à l'âge de 93 ans. Une information annoncée samedi matin par sa fille Claude Chirac, épouse de Jacques Chirac pendant plus de 60 ans, ancienne première dame de France de 1995 à 2007. Bernadette Chirac n'a jamais été seule. La femme de l'élu local en Corrèze pendant plusieurs décennies. Elle a mené sa propre carrière politique tout en accompagnant l'ascension de son mari jusqu'à l'Élysée, Abel. Mais pour beaucoup de Français, son nom restera surtout associé à une formidable aventure solidaire, l'opération Pièce jaune. Pendant des années, elle a parcouru la France pour sensibiliser le public et récolter des fonds destinés à améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants. Grâce à cette mobilisation, des milliers de projets ont pu voir le jour dans les hôpitaux français. Et cet héritage continue encore aujourd'hui. Chaque année, les nouvelles éditions des Pièces jaunes sont mises à l'honneur dans les médias et dans les jeux, notamment dans votre émission, Jean-Luc, les 12 coups de midi. Et justement, vous qui faites vite chaque année cette opération auprès de millions de téléspectateurs, pourquoi est-ce que ça vous tient autant à cœur ? C'est parce que la maladie peut arriver dans n'importe quelle famille, que ce soit les enfants ou les parents. Et c'est pour accompagner au mieux les enfants qui sont hospitalisés. Donc c'est vrai qu'un enfant qui a 2, 3, 4, 5, 8 ans, qui se retrouve seul à l'hôpital, c'est une horreur. Enfin, et se dire qu'il y a des maisons qui sont construites grâce effectivement aux Pièces jaunes, grâce à Anne Barrère, grâce à Madame, la première dame de France, Brigitte Marquemont, et avant effectivement à Bernadette Chirac. Je crois que la maladie, voilà, elle peut toucher tout le monde. Et quand il s'agit des enfants, vous me connaissez un petit peu maintenant, je réponds toujours présent. Et en plus, vous savez pourquoi, puisque par rapport à ma sœur, par rapport à moi, c'est pour ça que j'ai fait de ma vie ce genre de combat, de lutte. Le mot lutte est un peu moins violent que le combat, mais pour moi, il faut monter vraiment au créneau. Et je trouve que c'est une belle cause. Parce que si tu as un petit frère, une petite sœur, un cousin, une cousine que tu aimes, qui est en bas âge, tu seras content qu'il y ait un lit à côté du sien pour lui tenir la main, parce que tu te rends compte qu'un gosse à 7 ans qui se retrouve tout seul dans un hôpital, c'est une horreur, quoi. Donc grâce à ces combats, grâce à toutes ces personnes bienveillantes, on peut faire avancer l'accompagnement des enfants. Et pour moi, il y a rien de plus important. Et donc, on peut, je le signale, là, faire un don toujours au piècejaune.fr. Jean-Luc, nous allons poursuivre donc notre chronique. Nous retrouvons donc Mélina et Aurélie, qui sont nos deux journalistes justicières de TDP. Aujourd'hui, elles reviennent sur une affaire qui a donc profondément bouleversé la France ces derniers jours, le meurtre de Liana, un sujet difficile à traiter pour Mélina et pour Aurélie. Donc, vous, depuis plus de 13 ans, avec Léo Mattei, la Brigade des mineurs, met en lumière les dangers auxquels les jeunes peuvent être confrontés, les adolescents, les enfants. C'est bien plus qu'un rôle d'acteur que vous avez, Jean-Luc Reichmann, et c'est avec ce regard sur la protection de l'enfance que Mélina et Aurélie vont nous faire leur chronique. Et
Et oui, puisque depuis plusieurs jours, l'affaire Liana bouleverse l'opinion publique. C'est une collégienne de 11 ans qui a disparu le vendredi 29 mai à Florence dans le Gers, après à la sortie de son établissement. 6 jours plus tard, l'insoutenable verdict tombe. Son corps est retrouvé dans un silo agricole à 15 km de là. La disparition de cet enfant, elle a suscité une énorme émotion dans tout le pays. Mais au-delà du drame, nous, avec Aurélie, on se pose une question, c'est comment éviter qu'un signalement concernant un enfant en danger ne passe entre les mailles du filet. Et justement Aurélie, on se demande sur le terrain, la pression sur les professionnels doit quand même être importante. Eh bien oui Abel, puisque lorsqu'un mineur est concerné, les enjeux ils sont considérables. Magistrats, policiers, gendarmes et travailleurs sociaux savent qu'une erreur d'appréciation peut avoir des conséquences irréversibles, mais ils doivent également éviter les accusations hâtives ou les décisions qui sont prises sans éléments suffisants. Donc toute la difficulté elle est là, il faut agir vite tout en conservant la rigueur nécessaire à une procédure judiciaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'existent les brigades de protection des mineurs, qui sont donc spécialisées dans les affaires impliquant des enfants victimes ou en danger. Donc Jean-Luc Reichmann, on a une première question à vous poser. C'est, selon vous, est-ce que cette affaire, elle met en lumière des défaillances de la part des enquêteurs ? Ah oui, non mais c'est catastrophique, enfin, c'est une énorme catastrophe. Hein. De toute manière, moi je me bats, comme vous le savez, depuis des années et des années. On a créé... c'est ça qui est assez intéressant en fait, c'est que c'est un fléau. C'est-à-dire qu'on n'entend pas les gosses, et c'est un fléau. Aujourd'hui, Léo Mattei est diffusé dans 51 pays dans le monde. Dans le monde, c'est une création française. Et ça veut dire que ce fléau est international. Moi, j'aimerais que ça n'existe plus quelque part aussi, de se dire, voilà, on fait plus de prévention, parce que c'est ça, Léo Mattei, c'est de la prévention. Et il y a des prédateurs partout. Il y a des prédateurs ici, ailleurs, à l'école, dans les gymnases, à la cantine, un peu partout. Il y a des prédateurs partout sur les réseaux sociaux, à peine ça clique. C'est un truc de fou. Ils ont que ça à faire. Hein. De toute manière, c'est des malades. Hein. Excusez-moi, mais c'est des malades. À partir de là, effectivement, il y a quand même des gros trous dans la passoire. Et de toute manière, plus on en parlera, ce qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, ok, ça s'est passé, mais bon, il faut mettre le doigt dessus, bien évidemment. Mais là, il faut tout arrêter. C'est insupportable de ne pas écouter les enfants. C'est pour ça qu'on a créé Léo Mattei. Parce que si chaque personne, en fait, en parle... À un moment donné, tu sais, quand il y avait un commandant qui m'a aidé, à l'époque, la brigade des militaires était au quai de Gesvres. Maintenant, je pense que de mémoire, elle doit être porte de Clichy ou quelque chose comme ça, avec toute la police française. À l'époque, quand j'allais là-bas, c'était les mêmes problèmes pour essayer de comprendre ce qui se passait. Moi, au début, je ne pensais pas que c'était un fléau comme ça. C'est une catastrophe. C'est écoutons les enfants, accompagnons-les au mieux, mais quand on dit oui, bon, il y a un problème, non, il y a des énormes problèmes. En plus, le gars qui est accusé, c'est une catastrophe, parce que c'était une fois, c'était 2 fois, c'était 3 fois. Et quand après, le ministre de la Justice, ou je ne sais plus qui, dit on va mettre le doigt sur 70 000 cas, c'est ça, hein, c'est ça. D'ici le mois de juillet. Tu t'es dit, mais 70 000, d'un seul coup, tu as les 2 bras qui tombent, quoi. Tu dis, mais comment on peut attendre autant de temps ? C'est ça, exactement. Et puis dans le chat, on dit que c'est une erreur de grosse défaillance, mais il y a des détails que tu veux revenir sur cette affaire. Et on reparlera de Léo Mattei juste après, mais pour rentrer un peu dans les détails, pour expliquer à tout le monde et sur le chat, lorsqu'un signalement concerne un enfant, les enquêteurs ne se contentent pas juste d'un seul élément. Ils vont vérifier les informations qu'ils ont recueillies, croisent les témoignages et cherchent à établir des faits avec bien sûr précision. Les auditions pour mineurs répondent à des règles très particulières. Les enquêteurs sont formés à adapter leur langage en fonction de l'âge de l'enfant, à recueillir la parole sans l'influencer évidemment. Et il y a des auditions qui peuvent même être enregistrées pour éviter à l'enfant de répéter des fois qui sont des cas difficiles et conserver une trace qui est très fidèle. La brigade de protection des mineurs, elle collabore donc avec des magistrats, psychologues, médecins légistes, aides sociales à l'enfance ou encore des établissements scolaires. Sauf qu'aucun acteur ne détient à lui seul la vérité, ils doivent travailler ensemble et c'est la mise en commun de ces expertises qui permet d'évaluer une situation et donc de protéger l'enfant. Aurélie, on sait que tout ça c'est complexe. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'articule le rôle de chacun, s'il te plaît ? Bien sûr, les enquêteurs, comme vous vous en doutez tous, ils recueillent les faits. Les magistrats, eux, ils ont pour rôle d'instruire les dossiers et donc de décider. Les psychologues, ils interviennent pour comprendre et accompagner la parole de l'enfant et donc éviter toute influence involontaire. Les médecins légistes, eux, ils peuvent analyser et constater d'éventuelles blessures sur le ou la victime. Et enfin, les services de l'aide sociale à l'enfance, ils vont évaluer la situation familiale et donc assurer la protection du mineur. Et pour mieux comprendre leur quotidien, nous avons rencontré une étudiante en master de droit qui a effectué un stage au sein d'une brigade de protection des mineurs. Elle revient sur son expérience de terrain et sur les questions soulevées aujourd'hui par l'affaire Liana. Durant mon stage à la brigade des mineurs d'un commissariat, ce qui m'a frappée,
c'est justement le sérieux des enquêteurs. Ils sont confrontés à des situations extrêmement difficiles et ils font tout ce qu'ils peuvent pour protéger notamment les enfants tout en respectant les règles de procédure. J'ai assisté à une audition de la maman d'une mineure qui aurait été victime de l'ex-conjoint de cette mère. Le suspect, donc l'ex-conjoint de la mère, accusait un autre de ses conjoints d'avoir commis ces crimes-là à sa place. L'enquêteur, il a dû poser des questions sur justement cet autre conjoint-là. Il a posé des questions sur les rapports que la mère elle avait avec lui, les connaissances qu'elle avait. L'affaire Liana soulève aujourd'hui de nombreuses interrogations. Certains estiment que des erreurs ont été commises, notamment dans l'application d'une circulaire pénale qui prévoit un traitement prioritaire des affaires impliquant des mineurs. Il aurait fallu même que cette affaire soit traitée bien plus tôt au vu de l'ampleur qu'elle a prise. La brigade des mineurs, elle est vraiment indispensable. C'est important que les affaires sur les mineurs soient traitées indépendamment et différemment des affaires sur les majeurs. Durant mon stage à la brigade... Si l'affaire Liana elle suscite aujourd'hui autant de réactions, c'est aussi parce qu'elle soulève donc des interrogations sur le fonctionnement de la chaîne de protection de l'enfance. Il y en a beaucoup qui se demandent si certains éléments ils auraient dû être examinés plus tôt ou faire l'objet de plus de vérifications. Donc comme par exemple le fait que l'enquête allait révéler que le principal suspect, Jérôme Barella, il aurait déjà été connu de la justice en ayant fait l'objet de plusieurs plaintes pour viol sur mineur, dont une déposée en août 2025. Donc ces questionnements, ils ont d'ailleurs dépassé le seul cadre judiciaire, vu qu'il y a le président de la République qui s'est exprimé en évoquant un possible dysfonctionnement, tandis que le ministre de la Justice, lui, il a estimé que cette affaire, elle interroge surtout le fonctionnement de la chaîne de protection, plutôt qu'un manque de moyens. Donc ces déclarations, elles renforcent aujourd'hui la nécessité de comprendre précisément ce qui s'est passé. C'est désormais le rôle des autorités judiciaires et administratives de déterminer si des défaillances ont existé et à quel niveau elles auraient pu intervenir. Oui, c'est ça, c'est comment arriver à écouter mieux les enfants. Voilà, il y a des mythos partout, etc. Mais quand c'est répétitif, obligatoirement, c'est qu'il se passe quelque chose et qu'il y a un grain de sable un petit peu dans la machine. Oui, c'est ça. Donc il faut vraiment expliquer par rapport à l'éducation. Donc c'est les parents qui doivent mettre toutes leurs oreilles en alerte pour dire il y a un problème. Et comment l'expliquer le plus justement à la police pour éviter qu'on ne soit pas pris au sérieux. En tout cas, sur le chat, on dit bien que le gars est louche depuis 2017. Non, mais oui, c'est ça qui est un petit peu délicat. C'est ça qui est très... ça fait depuis quasiment 10 ans. Autant de temps, et ça, en fait. ouais, c'est ça. 9 ans. C'est énorme. Et d'ailleurs, cette attente de réponse, elle s'exprime par une immense colère populaire, comme tu as pu d'ailleurs le constater hier soir, Mélina. Oui, ce lundi soir, de nombreuses personnes se sont rassemblées devant le palais de justice de Paris, donc à l'île de la Cité, partout en France, honnêtement, en hommage à Liana. Et cette mobilisation elle a pour but donc de dénoncer les défaillances qui a conduit à ce drame. Les participants appellent à un renforcement de la protection de l'enfance et à davantage de moyens pour les brigades de protection des mineurs. Et c'est notre dernière question pour vous, Jean-Luc. Vous qui avez interprété, vous interprétez un commissaire de la brigade des protections des mineurs. Est-ce que pour vous, les séries comme Léo Mattei permettent au public de mieux comprendre le réel travail des enquêteurs ou au contraire, c'est un métier qui reste encore largement méconnu ? Non, mais ça contribue à tout. Alors, moi, je suis pas commissaire, je suis commandant, parce que le commandant... Non, il n'y a aucun problème. T'inquiète pas, c'est pas grave. Le commandant va sur le terrain, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien avec les jeunes, c'est le lien avec les enfants. Le commissaire prend les décisions, remonte les décisions plus haut, mais le commandant est sur le terrain, à l'écoute des enfants, en brigade, et va écouter les enfants dans la rue, chez eux, pour savoir ce qui s'est passé. Donc, effectivement, c'est cette proximité et cette écoute qui m'intéresse. Mais une fois de plus, pour répondre à ta question, on est vraiment, Mélina, sur un registre où il faut écouter les enfants et aller vers eux. Et plus on va en parler, et plus ça rentrera dans les mœurs. C'est-à-dire que le soir, quand on est à table, plutôt que d'être chacun sur son téléphone, comment ça s'est passé ta journée, ça fait partie de l'éducation. Ouais. C'est comment arriver à mieux écouter les enfants, parce que c'est à nous aussi à nous mettre à leur portée. Si on arrive à les intéresser en disant « Ouais, mais t'inquiète pas, il est dans sa chambre ». Et oui, il fait quoi dans sa chambre ? Non, mais il est sur son ordi, sur ce réseau. Et c'est là où ça commence à être un problème. Parce que ça devient effectivement addictif, comme vous le savez tous. Quand on commence tous à scroller sur les réseaux, ou sur chacun à son réseau en fonction de l'âge, et bien évidemment des velléités et des passions.
quoi qu'il arrive, c'est à nous à garder ce lien générationnel et multigénérationnel. Et forcer à l'enfant de parler aussi, et trouver des prétextes d'aller dans son milieu, dans sa bulle. Parce qu'autrement, le gosse, il n'a pas demandé à venir sur Terre. Hein. Vous n'avez pas demandé, personne n'a demandé. On est là. C'est le choix des parents d'avoir fait Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être faire le service après-vente et pas lâcher la main des gosses en disant oui, non mais ça va, oui, oh, il est turbulent, mais s'il est turbulent, c'est qu'il faut l'accompagner au mieux. Et c'est ça, en fait. Et juste pour terminer avec ça, si tu veux, moi ce qui me plaît, c'est de me sentir utile. Et effectivement, des téléfilms, mais c'est pas obligatoirement ça. C'est avant, il y avait Police qui avait été réalisé par Maïwen, qui parlait de l'intérieur de la brigade des mineurs. Nous, quand on est diffusé le soir, le lendemain, eh ben dans les écoles, ça parle. En disant, t'as vu ce qui s'est passé hier? Ah bah oui. Et tu sais quoi? Bah y a mon pote Léo, Théo. T'as vu, il a pas l'air bien. Et ben dans ces cas-là, les gamins, il faut y aller, quoi, en disant mais ça va pas, tu vas pas bien, il faut évidemment, parce que tu vois, le harcèlement, il y a des gamins qui sont suicidés dans les collèges, dans les lycées, comme vous le savez, évidemment, qui sont tombés du 5e étage. Enfin, on a connu tout ça. Donc si ce genre de fiction, d'événement peut arriver à faire délier les langues, parler le lendemain de la diffusion, la brigade des mineurs, ils m'ont appelé, ça sonne plus au standard. Tu te rends compte, c'est vachement bien. C'est de se dire, waouh. C'est un rôle impactant. Alors voilà, c'est impactant, et en même temps, tu sais pas quand tu commences une aventure où ça va aller. Moi, par rapport à mon passé, j'avais envie de dire, bah vous savez, ça peut arriver, quoi. Moi aussi, j'étais timide. Moi aussi, j'étais dans la jupe de ma mère. Moi aussi, j'étais possessif avec ma mère, mais parce que j'avais un manque quelque part à l'école. C'était pas évident, mais bon, une fois de plus. Voilà, ma petite sœur, elle est sourde, elle comprend pas, et il y a toujours pire, donc soyons heureux de ce qui nous arrive. Mais rendons-nous utiles dans une espèce de paix et pas dans une espèce de fight permanent, de se dire, ah ouais, t'as vu, je sais pas si vous avez connu les 12 coups de midi, mais il y avait des gens qui étaient différents, comme Paul qui était autiste Asperger. Ça ne l'a pas empêché de partir à sa 153e émission de mémoire comme ça. Donc c'est beaucoup pour un autiste, parce que 160 et 163, ouais, donc tu vois, ça fait quasiment 5 mois et quelques qu'il était, 5-6 mois qu'il était à mes côtés. Mais ça veut dire que voilà, j'essaye de donner sa chance à chacun. Et avec Léo Mattei, on essaye peut-être de mettre le doigt là où ça fait pas du bien, quoi. En disant, mais faites gaffe, ça peut être en famille. Une fois de plus, t'as toujours, voilà, enfin, on parle toujours du tonton, du ceci, du grand-père, de machin, etc. Mais bon, il faut en parler. En disant, maman, et vous aussi, il y a toujours des vieux libidineux, des beaux-pères, des ceci, des cela. C'est quoi cette attitude? Il faut en parler. Donc, on essaye, évidemment, de communiquer en disant waouh, vous n'êtes pas tout seul, quoi. Les gamins, les enfants, vous n'êtes pas tout seul. Et donc c'est à retrouver Léo Mattei Abel sur TF1. Évidemment. Il paraît, ouais. Il paraît. C'est un peu cartonné. T'as vu comment était la sortie? Abel sur TF1. Il te l'a glissé juste. Et il est fort. Et nous allons donc poursuivre l'émission avec Alix qui nous a rejoint en plateau et qui a décidé de vous poser quelques questions en reprenant un format que vous animez, à savoir un quiz. Alix, on t'écoute sur les terres rares. Je pourrais l'appeler l'Analix. On y a pensé. C'était un sujet. Un petit peu, bon. Oui, voilà. Donc c'était un gars, salut. On en a déjà mis une, je prends une madeleine. On est en chaleur apparemment, donc on peut tout se permettre. Vas-y. Et puis à présent, nous allons parler des terres rares et de leurs enjeux. Et on entend beaucoup parler, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est, par exemple? Ouais, c'est un truc en rapport avec le numérique, quoi. Enfin, de mémoire. Parce que ça, on en parle. De nom, mais pas... Non. Et ben, je vais vous éclairer, ne vous inquiétez pas. Ça s'écrit comment déjà? Les terres rares? Oui. Comme ça se prononce. T-E-R-R-E-S, c'est un truc, et rare, R-A-E-R. Un espace, quoi. Ça va être là. Ça va être noté, vous inquiétez pas. Alors.
Donc oui, ce sont un ensemble de métaux, donc 17 éléments au total, très convoités, présents dans de multiples objets du quotidien, comme les smartphones, mais aussi les ampoules LED, les batteries électriques, les aimants ou encore les éoliennes. Je sais que vous aimez bien les quiz, les questions-réponses, c'est un peu votre truc. C'est aussi au moment où chat, j'aime on pas veut les tous quiz, vous c'est voir. moi Le chat, c'est votre moment là. Ouais, Vraiment, le faut y chat aller. en direct, faut y Et aller. toi, la trouver Faut après, concurrencer là. Là, Ne voilà. vous inquiétez pas, ce sera monté, elle est en direct quand même. Oui, Tu es en direct. on est en direct. On est en direct, Le Alice. chat, on Est-ce attend que vos pour réponses. vous, les terres rares sont bel et bien rares, finalement. Super Est-ce que question, oui, ouais. sinon pourquoi ça devrait être comme ça? Exactement. Ou non, sinon pourquoi la question serait-elle posée? Bah, pourquoi ça s'appellerait comme ça si c'était pas des terres Oui, rares? bah oui, là. Je trouve que c'est vachement bien parce que tu as les deux réponses dans la question. Oui. Donc... Mais moi je pense que c'est la B. La réponse B? Ouais. La A. Eh bien, c'est la réponse B. Avec plus de 90 millions de tonnes dans la nature, elles sont plutôt abondantes. On appelle Ce ça qui est comme rare, ça, ce alors. sont plutôt les gisements exploitables, c'est-à-dire les terres rares en quantité suffisante pour pouvoir les exploiter facilement. Et oui, une ressource peut être abondante dans la nature, mais difficile et coûteuse à extraire. Mais si elles ne sont pas vraiment rares, alors pourquoi sont-elles devenues aussi importantes? À votre avis, dans quoi ne peut-on pas retrouver ces fameuses terres rares? Est-ce que ce sont dans les smartphones et les voitures électriques, les casseroles en inox et les canettes en aluminium, les enceintes Bluetooth et les éoliennes, les ordinateurs et les brosses à dents électriques? Sur le chat, ça réfléchit. Ça réfléchit, est-ce qu'il y a Mais des bonnes réfléchissez réponses? plus vite parce que je rappelle qu'il y a quand même la veste à gagner, ce qui est quand même Oui. très important. C'est vrai, il y a Donc la veste, je me une veste à dépêcherai à gagner. votre place. Je veux gagner. On se prend une veste? Non. Il y a un partenaire qui nous offre une veste, c'est pour Mais ça. non. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Donc on l'offre aux gagnants du coup. La Attends, B, il y a un peu de budget on a quand une même, réponse. c'est Ah, bien. on a Arnaud qui nous réponse B. Est-ce que c'est ça, Réponse B. Alix? Est-ce que pour vous, c'est la réponse B? Moi, je dirais la D. La D? La D pour Mélina. Ouais, je dirais la D. Bah, Comme moi ça. aussi, la D. Comme ça, l'instinct Allez, qui... allez, Alix. Eh bien, quoi, pardon? Allez, Alix. Allez, Alix, c'est bien la réponse B. bien la réponse On B. retrouve les Arnaud. terres rares dans les smartphones, les batteries de voitures électriques, les enceintes, les éoliennes, les ordinateurs et même les brosses à dents électriques. Donc, sans terres rares, une grande partie des technologies modernes ne fonctionnerait moins bien, voire pas du tout. Mais alors, ce qui serait désastreux, ce serait qu'un État ait le contrôle sur cette ressource stratégique indispensable, n'est-ce pas? On est d'accord. Et pourtant, il y a bien un pays qui domine aujourd'hui cette production, mais lequel? Est-ce qu'à votre avis, c'est la Russie, l'Australie, la Chine ou les États-Unis? Ah, Jean-Luc, vous pensez quoi? Jean-Luc. Je Je vais plus m'écouter, il n'y a pas de souci. Non, on va parler, je sais pas, allez, la Russie. La Russie, La comme Chine, ça. La Chine, Arnaud dit la Chine. Allez, Arnaud. Arnaud dit Arnaud la est à Chine. fond. Arnaud est à fond, Arnaud est il à dit la fond. Chine. La Chine aussi, eh bien oui, vous avez raison, Et c'est la Chine deuxième qui est en point pour première Arnaud. position, suivie des États-Unis avec 11,5% de la production mondiale de terres rares. La Chine est le premier pays avec une concentration la plus forte en terres rares et elle produit environ 60 à 70% de cette ressource dans le monde et en raffine presque 90%, ce qui est une étape la plus importante pour les rendre utilisables. Cela pose problème car beaucoup de pays dépendent d'elle pour fabriquer leur technologie. La Chine a déjà utilisé les terres rares comme outil de pression, notamment en 2010, lorsqu'elle limite ses exportations de terres rares, ce qui entraîne une augmentation des prix. Donc oui, ces ressources sont un levier géopolitique de taille entre grandes puissances. À votre avis, quel est l'objectif principal des États-Unis et de l'Union européenne aujourd'hui? Est-ce que... Il n'y a pas le quiz, c'est super. Est-ce que c'est d'arrêter l'utilisation des terres rares, réduire leur dépendance à la Chine, remplacer les terres rares par du pétrole ou fermer toutes les mines? Réduire leur dépendance à la Chine. Ouais. Réduire. J'irai sur ce terrain-là aussi. Tout le monde dirait. Alors, c'est Arnaud, un on attend sa quiz réponse. de Ouais, difficulté pas que Arnaud dans le 1, chat, donc hein. normalement Ouais, mais vous c'est le devriez seul qui l'avoir. répond. Est-ce que vous êtes Attention. tous d'accord pour la Oui. réponse B? Moi, j'irai Oui. sur la Eh réponse bien B. oui, les États-Unis Vous et avez l'Union un indice européenne. dans la question. la question. Quand même, Oui, ouais, exactement. quand même. On veut tous la doudou, non? Mais on Ah bah veut- oui, bah attendez, on veut tous là la tout le monde donner. va la gagner, j'ai fait exprès. Ils rouvrent des mines chez eux, donc les États-Unis Oui. et l'Union européenne. Par exemple, pas du tout. Par exemple, dans une mine que je vais vous montrer tout à l'heure, d'ailleurs qui s'appelle Mountain Pass. Mais pourtant, 80% des terres rares que les États-Unis consomment viennent encore de la Chine. Voilà. Mais bon, ils essaient quand même d'investir en Afrique et au Brésil. Enfin, les États-Unis et l'Europe développent le recyclage pour récupérer les terres rares dans les anciens smartphones et ordinateurs. Et en France, une usine de recyclage devrait ouvrir fin 2026 à Lac pour recycler les aimants de moteurs électriques en fin de vie. Mais bon,
Ces opérations sont coûteuses et augmentent le prix final des terres rares, qui devient alors plus important que celui du prix du marché. Bref, penchons-nous sur la région de l'Arctique, qui a un fort potentiel d'exploitation, ce qui pourrait expliquer pourquoi Donald Trump désire-t-on acquérir le Groenland. Non. Ah bon? L'Ukraine aussi possède pas mal de gisements. Serait-ce une des raisons pour laquelle Poutine veut tant s'approprier ces territoires? Je lui demanderai. Voilà, je ne dis rien, voilà. Mais extraire ces terres rares soulève d'autres difficultés. Par exemple, quel est l'un des principaux problèmes liés à l'extraction des terres rares, à votre avis? Est-ce que c'est les tremblements de terre, la disparition des océans, la fonte immédiate des glaciers, la pollution des sols et des eaux? Alors, la pollution, moi, je dirais. La pollution des sols et des eaux, Moi, du coup. Ça me paraît cohérent. Moi, je dirais La C, ok. Ouais, la C aussi, je dirais. Non, la D. Hein. Ouais, non, La D. La La pollution des D. sols. Eh bien oui, c'est bien la réponse Pollution D. D. Voilà, Arnaud, voilà. encore une bonne Arnaud, réponse. encore une fois. Et c'est Non, mais il est l'unique chaud. gagnant Non, mais il est de chaud, ce il est chaud. quiz. Je l'annonce. Est-ce que c'était le seul joueur? C'est le seul qui a répondu. C'est le seul qui a répondu, oui. Il y a eu Oui, très oui. peu de candidats. L'extraction, de cette ressource provoque surtout une forte pollution des sols et des eaux à cause des produits chimiques et des déchets miniers. Elle consomme aussi beaucoup d'eau et génère des impacts environnementaux importants. Dans le district minier de Banyan en Chine, par exemple, la production a causé une grave crise écologique avec la contamination des sols et des nappes phréatiques qui a donc causé une destruction des écosystèmes. Ce qui crée un paradoxe, la transition écologique dépend de ressources dont l'extraction est elle-même polluante. Voilà, top. Et pour conclure, voilà, je vous mets une petite question facile pour voir si vous avez un petit peu suivi. Pourquoi parle-t-on autant des terres rares aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'elles sont extrêmement rares? Est-ce que c'est parce qu'elles sont aux mains des États-Unis? Ou l'autre. Voilà. Est-ce que... Là, ils se seraient pas fait... Non, mais c'est très compliqué parce que voilà, je sais que vous êtes des gros cerveaux. Et la réponse D, est-ce que c'est parce qu'elle ne pollue pas du tout? Non, bah c'est la C, normal. Si on a compris, Je c'est vous la prendrai un C. petit peu mal si vous n'avez pas la bonne réponse. Allez. Et bien sûr, c'est la réponse C. Bien sûr, elles ne sont pas rares. Elles sont aux mains de la Chine et elles polluent énormément. C'est la fin. C'est fini. Bah, en tout cas, c'est Arnaud qui a gagné cette veste-là et on ira lui apporter en main propre. On peut l'avoir, la veste ou pas? On peut l'avoir. On l'a pas. C'est notre partenaire. C'est notre partenaire. On demandera à Manon qui sera sur le plateau tout à l'heure qui nous l'apportera cette veste. En tout cas, merci beaucoup, Alix. Merci à vous. Tour de piste, c'est le moment que vous attendez tous parce que Jean-Luc Reichmann est sur notre plateau. C'est le moment de la grande interview. Vous pouvez poser toutes les questions. Vous pouvez lui poser toutes les questions. Et sur c'est le chat. Arnaud qui va poser la question. Et c'est sûrement Arnaud qui va lui Tel poser la vieux verre. question. Tour de piste, la grande interview et un court extrait juste avant pour présenter notre invité. Et maintenant, la question co. La question in, c'est la fameuse question coquine. Depuis plus de 30 ans, vous accompagnez le quotidien des Français. Une voix reconnaissable entre mille, un sourire familier, une énergie communicative qui traverse les générations. Vous êtes né à Fontainebleau le 2 novembre 1960, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est à Toulouse que vous passez votre enfance et votre adolescence. Vous suivez une scolarité au collège de l'Union, puis au lycée Saint-Joseph et au lycée Sainte-Marie-des-Champs de Toulouse, où vous passez votre baccalauréat. Vous pratiquez le karaté à haut niveau pendant 10 ans, et vous arrivez même en finale des championnats de France 2 fois à 17 et 18 ans. Bravo. Vous entreprenez des études supérieures de commerce à Toulouse, et vous partez peu de temps après au pair dans un club de vacances. Vous revenez à Toulouse, vous faites vos premiers pas à la radio, notamment dans les radios libres, puis vous êtes devenu animateur de la matinale de Énergie Toulouse, où on vous retrouve en 1989 sur RFM, puis sur Europe 1 en 1996. En 2000, vous êtes l'animateur de l'émission Allô Jean-Luc sur RMC.
Et lors de vos débuts à la télévision, vous êtes la voix off des émissions de Nagui, vous participez au Guignol de l'info et aussi dans Motus comme voix off aux côtés de Thierry Beccaro. Vous animez Jeux sans frontières en 1998 et puis la nouvelle génération vous connaît grâce à la présentation Les Amours pendant 5 ans. En 2000, vous décidez de quitter le service public et de vous engager avec TF1 et on en reparlera. Mais votre père, je crois, a vécu ce changement à sa manière, comme vous le dites si bien dans les interviews. Mais cela vous permet de créer votre jeu de divertissement. Attention à la marche. Alors j'ai passé des étapes exprès parce qu'on reviendra donc sur ces moments forts de votre carrière. Nous avions une première question avec ce parcours que l'on vient de réexpliquer avec Abel. Est-ce que vous en êtes fier ? Ah, fier, je sais pas, je sais que chacun a son chemin, mais à chaque fois, je sais pas si c'est une fierté, c'est que j'ai rien vu passer, tellement j'étais passionné. Donc je pense que effectivement, il faut prendre des risques dans la vie, il faut écouter son instinct. Mais je crois qu'il y a deux choses qui sont énormes, c'est d'essayer d'avoir le respect, essayer d'être loyal le plus possible, et de pas marcher sur les autres, c'est surtout ça. Donc il faut croire, je pense, en ses convictions. Mais avec le respect et l'écoute, parce que je pense que si on n'écoute pas l'autre, c'est mort. Mais dans tous les cas de figure et dans tous les contextes professionnels. Donc à partir de ce moment-là, ouais, non, la fierté, je sais pas. Non, je suis fier peut-être de mes équipes par rapport à leur patience, par rapport à là où on en est aujourd'hui. C'est vrai que c'est très imposant, comme vous le disiez, c'est plus de 30 ans, de 365 jours par an. En fait, c'est ça le problème. C'est le 365 jours par an. J'ai attaqué la 32e année, donc il y a un journaliste qui m'a dit ça fait 12 000 émissions, monsieur. Et vous parliez tout à l'heure, en plus de prendre des risques. Vous avez frôlé la mort lors d'un accident de moto quand vous étiez très jeune. Et j'imagine que ça change le regard sur la vie. Est-ce que vous pensez que votre parcours aurait été le même sans cet accident ? Ouais, je pense, ouais, je pense, mais après, si tu veux, ça m'a fait comprendre le phénomène, le mot éphémère, que tout peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Pour moi, c'est ça. On ne se rend pas compte quand il y a des pagailles dans le monde que tout peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Et ce phénomène où moi, à 23 ans et demi, je me fais faucher par une personne âgée et je suis sur un 2 roues, à un moment, je m'aperçois de plus en plus qu'il faut profiter de la vie et de l'instant présent. Donc moi, je me suis vengé dans le boulot énormément parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à en donner. J'en ai pris et j'en ai donné. Plus j'en donnais, plus j'en prenais. Et c'était ça, en fait. Quand je voyais les gens heureux à côté de moi, ça me rendait heureux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Il y a beaucoup de personnes âgées. Et moi, ça a été un moteur. Mais ça m'a fait prendre conscience, si tu veux, par rapport à cet accident, où on m'a déclaré mort sur la route, où je suis resté dans le coma et je suis resté quasiment immobile pendant une petite année. C'est énorme, hein. Ouais. Voilà, ça m'a fait prendre conscience que tout ça était très fragile, en fait. On ne se rend pas compte de la fragilité de la vie. Quand on est assez malveillant avec des gens, je respecte tout à chacun maintenant parce que tout ça, ça peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Et quand j'avance, j'essaye de faire du bien parce que ça me fait du bien. Vous animez depuis 10 ans les 12 coups de midi. Ouais, c'est midi parce que minuit. C'est un autre chaleur, c'est important de le préciser. Et c'est la 16e année. Là. Depuis 2010, est-ce que vous avez vu plein de champions, plein d'âges, sur votre plateau. Est-ce que cette nouvelle génération, on peut l'appréhender avec les réseaux sociaux, etc. Ou il faut aller vers eux, les comprendre aussi? Non, mais il faut leur tendre la main, bien évidemment, parce que c'est rigolo, parce que des jeunes comme vous viennent parce qu'ils regardaient la télé avec leurs grands-parents, avec leurs arrière-grands-parents, qui les gardaient le mercredi, le samedi ou le dimanche. Nourrice, moi, personnellement. Ben voilà, avec la nounou et tout. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Et aujourd'hui, quand tu regardes qu'il y a des grands-parents, puisque je suis en âge, tu vois, où je pourrais être grand-père sans aucun problème, il y a des gens qui ont grandi avec moi, quoi. Et c'est marrant. Donc ils ont confiance en moi et disent on va passer un bon moment, et puis t'envoies de la bonne humeur, t'envoies du sourire. Ça n'empêche pas de pas prendre les gens pour ce qu'ils sont pas, mais ça veut dire que je laisse une chance à chacun, comme on le disait tout à l'heure, avec toutes leurs différences. Donc ce souffle de jeunesse, j'ai toujours été entouré de jeunes, et moi-même je pense que quand on est jeune, c'est pour la vie.
Et bien justement, c'est intéressant que vous parliez de jeunes parce que ça va un peu dans le sens de ma prochaine question. Si vous pouviez glisser un mot au Jean-Luc qui avait 20 ans, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ? Je sais pas ce que je lui dirais. Non, il faut continuer à avancer. On ne sait pas de quoi est fait demain. J'ai jamais su de quoi était fait demain. Et en plus, vraiment, quand tu es déclaré mort sur la route, j'ai quand même entendu le gendarme au-dessus de moi dire « il est mort » en parlant de moi. C'est terrifiant. Et d'un seul coup, donc voilà, j'ai envie de lui dire, mais continue à avancer, continue à donner de la joie, à envoyer un signal positif. Quand tu as une image de moi, tu dis, même si on est, comme on parlait tout à l'heure de la brigade des mineurs, c'est des sujets qui sont graves, qui sont durs. On a tout abordé quasiment et on continue à être inondé dans la presse, dans le quotidien, dans les nouvelles. À chaque fois, il y a des problèmes qui arrivent qu'on ne suspectait pas. Le périscolaire, en fait, tu vois, c'était d'actualité il n'y a pas longtemps, mais c'est encore d'actualité. Il ne suffit pas d'en parler, il faut arrêter le fléau, quoi. Et plus on en parlera, et plus on en parlera à des jeunes, et on essaiera de tendre la main à des jeunes. Pour nous, on essaye de s'adresser à un maximum de gens, donc voilà, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de meurtre, il n'y a quasiment pas de sang, pour essayer justement de s'adresser à tout le monde. Mais dans la mesure où maintenant, si tu veux, les jeunes sont de plus en plus assujettis à de la violence qui peuvent leur donner de l'adrénaline. Donc il faut essayer de mener son chemin le mieux possible. Ouais. Depuis 2013, plus de 60 épisodes pour Léo Mattei, comme je le disais, donc diffusés sur TF1. Est-ce qu'on préfère être à la radio, on préfère présenter un jeu télévisé chaque midi, ou alors on préfère être acteur, comédien on se sent mieux où actuellement Non, actuellement, j'ai fait énormément de radio. J'adore la radio. Je suis fan de radio parce que c'est de l'instantané. Alors maintenant, il y a des podcasts qui existent. Là, tu vois, par exemple, j'ai été interviewé, peut-être que vous connaissez Guillaume Play, dans Légende. Légende. Bien sûr. Donc là, ça va sortir le 17 juin, je crois. Et c'est rigolo parce que on est comme dans une radio, il y a une caméra, il te filme, c'est comme ici, mais on est bien, on peut se parler, voilà, sans aucune appréhension. Au bout de 3h20 d'interview, je dis bien 3h20 d'interview, il me dit, je suis désolé, j'en suis à un tiers de mes fiches. Et je sais que tu dois partir, puisqu'on se tutoie, puisque ça fait partie de cette émission. Et il m'en reste 2 tiers, mais on a tellement parlé, et je me sentais bien. Donc, si tu veux, ce sont des médias qui sont complémentaires. Moi, je me maquille quasiment plus à la télé, j'ai plus trop envie. Voilà, comme tu vois, je me montre comme tel que je suis, c'est pas très grave. Parce que tu es dans l'être ou dans le paraître. À la radio, tu es plus dans l'être, à la télé, tu es dans le paraître. Mais je me suis montré de plus en plus tel que j'étais. Mais aujourd'hui, concrètement, pour les jeunes, il y a encore de la place à la télévision télé, ou la radio Oui, ça devient délicat, mais évidemment qu'il y a de la place pour moi. La télé n'est pas morte, puisque quand tu surprends les téléspectateurs ou quand vous surprenez les auditeurs, ça évite le ronron. C'est comme dans un couple. Le jour où vous serez amoureux pour la vie, je l'espère pour vous, si tu surprends pas celui ou celle avec qui tu es au quotidien, à un moment donné, tu vas rentrer dans une lassitude, comme dans n'importe quelle émission, que ce soit de la télé, de la radio, des podcasts ou sur n'importe quelle plateforme. Donc le but, c'est d'arriver à surprendre. Tu vois, si tu es une fan ou un fan de série, moi, je sais que j'étais fan du Morning Show. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. Je trouvais ça génial. Et puis au bout de la 3e, j'étais génial. Vraiment, c'était super. Et la 4e, putain, il y a tout qui est tombé. C'était plus bien du tout. Mais ils ont tiré. Mais ils nous surprenaient plus. Donc voilà, la télé, il faut surprendre. La radio, il faut surprendre. Je fais du théâtre, j'ai surpris plein de gens. J'ai fait de la radio pendant plus de 20 ans. Encore l'année dernière, j'étais sur un support radiophonique. Mais je trouve que ce qu'il y a d'important, c'est d'essayer de savoir se renouveler. Quand tu rentres dans un confort émotionnel, ou en disant « ouais, je suis bien, je me sens bien et tout », c'est là où ça devient dangereux, quand tout le monde te dit « waouh, c'est vachement bien », et t'en as pas un qui dit « tiens, donne-moi plutôt 3 trucs qui n'ont pas été ».
Tu vois, quand ton manager, je sais pas comment il s'appelle, mais... Étienne Pozzo. Étienne. Étienne. Et quand Étienne te dit, vas-y, fais plus court, sois plus dynamique, vas-y, sur le timbre de voix, sur raccourcissez, on est désolé, on a moins de temps. Alors évidemment, tu es super frustré, tu avais fait un beau papier, tu l'as bossé en 15 jours, et tu t'aperçois que ton invité, Reichmann, il parle trop, et qu'on va pas pouvoir tout caler. Mais non, donc voilà. Mais c'est ça, c'est de se sentir bien, essayer d'être le mieux possible, avec le respect et l'écoute. Ça revient très souvent, le respect et l'écoute, pour qu'on soit bien tous ensemble. C'est quelque chose d'important chez vous, le respect et l'écoute. C'est plusieurs fois vous le Mais dites. c'est l'école de la vie, c'est le respect, il faut rester élégant, quoi. Alors effectivement, là, je parle de moi parce que j'essaye de vous donner des petites ficelles, bien sûr. Mais je trouve qu'il y avait dans un sketch, Guy Bedos, que vous n'avez pas connu, Nicolas Bedos et son fils, qui était un grand réalisateur, et qui disait, je me suis surpris dans une émission avec Raphaël à m'ennuyer alors qu'il parlait de moi. Qu'est-ce que j'ai dit, Raphaël? Voilà. Non, donc, m'ennuyait et parlait de moi. Voilà. Guy Bedos a dit, je me suis surpris dans une soirée à m'ennuyer alors qu'on parlait de moi. Mon sujet favori. et donc, ça, on est sur un autre registre. Quand je parlais de l'autodérision, je te taquine parce que tu regardais certainement ton auditeur Arnaud qui a encore gagné une veste. Non, on dit on est en train de dire que vous êtes super bien habillé dans le chat. Ah ouais, d'accord. Non, mais j'essaye d'être... en train de Ah oui, d'accord. En fait, je suis notifier. habillé comme dans la vie, mais à chaque fois que je suis habillé comme ça à la télé, ils disent, ouais, putain, il est crado. Je te jure que c'est vrai. Je me fais déglinguer. Tu vois, je peux pas arriver comme ça à la télé, c'est impossible. Alors là, je suis venu comme dans la vie, puisque tu vois, c'était quasiment pas prévu que je vienne. Et voilà, c'est d'improviser au fil de la vie. Moi, je trouve que ce style est très surprenant. Et justement, on a une surprise pour vous. Abel. Et ouais, je vous laisse regarder alors. C'est pas vrai. Je le regarde déjà depuis très longtemps, parce qu'on est retraité depuis déjà 15 ans. Donc c'est vrai que la pause de midi, au moment soit de l'apéritif ou du repas, c'est Jean-Luc Reichmann. Ça, c'est comme ça. Et j'avoue qu'on passe un bon moment. Vous auriez une petite question à lui poser s'il était face à vous? D'abord le féliciter pour son émission, parce que bon, faut reconnaître que c'est très plaisant. Et j'aimerais savoir quand même si, depuis le temps qu'il fait cette émission, et il y a eu vraiment peu de changements, il n'y a pas une certaine lassitude qui s'est installée chez lui, qu'on ne ressent pas du tout. Mais je voulais savoir si lui, comment il fait pour tenir le coup, c'est extraordinaire. C'est gentil, comment il s'appelle ce monsieur? On demandera à Antoine Valerio qui est Miss Météo. Alors d'accord, ok. Non, c'est super gentil déjà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Non, je me lasse pas, parce que si je me lassais, je pense que les téléspectateurs le verraient. C'est-à-dire que si vous avez le trac, ils vous entendent. Si ils voient que tu as le petit œil comme ça, ils vont le voir. Donc je pars de la base où les téléspectateurs voient tout. Donc non, j'ai pas de lassitude. Moi, quand il y a des sourires en face de moi et de la joie et qu'on envoie un signal positif, je veux dire en empathie, il y a aucune raison de me lasser. Ce côté répétitivité, quand on en est là, et quand on fait 5 émissions par jour ou plus, voilà, moi je voulais pas me lasser, donc j'ai toujours refusé la surproduction. Tu parlais de surperformance tout à l'heure avec cet événement Adidas, hein, c'est ça, oui. Tout à l'heure. Cette surperformance, moi, elle m'intéresse pas. Je veux rester dans l'émotion, je veux rester dans la joie, je veux rester dans le partage et dans la sensibilité. Notre pire ennemi... Ah tiens, je vais vous poser une question. D'accord. Flore? Oui. C'est quoi, voilà, à ton avis, le pire ennemi? Le pire ennemi... Voilà, dans la vie, dans votre futur boulot. Voilà, c'est quoi le pire ennemi? S'ennuyer, l'ennui, je pense. S'ennuie, pas mal. Non, vas-y, je continue, vas-y, c'est Mélina. Pour moi, le temps. Le temps, complètement. C'est-à-dire le temps? Le temps passe trop vite, on n'a pas le temps forcément de profiter, de faire tout ce qu'on voudrait faire. Enfin, on pourrait rester toute la nuit avec vous poser des questions. Donc pour moi, le temps, c'est vraiment l'ennemi numéro 1. D'accord. Pour moi. Non, mais c'est intéressant parce qu'il faut arriver à prendre le temps et aller et à tirer la pelote de laine, tu vois, et de se dire, voilà, je vais pas parler de mes autres camarades, mais j'ai des autres camarades qui font plein de choses, beaucoup de choses, énormément de choses, trop de choses.
Parce que, justement, et je trouve ça vachement intéressant ce que tu dis sur le temps, si tu prends pas un problème et que tu vas pas au fond du problème, soit tu seras frustré, soit tu n'auras pas répondu au problème. Ah, complètement. Donc ça veut dire que, au lieu d'aborder tous les sujets en même temps, au lieu de se dire je vais faire de la radio, de la télé, du théâtre, c'est ce que je fais, hein, bien sûr, mais à chaque fois je prends le temps de bien le faire. Parce que d'un seul coup, pour une présence à l'antenne, tu vas finir par lasser. Tu vas finir par être redondant, répétitif. Mais tu as tellement envie de bouffer la vie et qui s'en va, c'est à la recherche du temps perdu, c'est peut-être Molière qui te dit quoi tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, à renoncer au monde pour lui et à n'avoir Dieu pour personne. La belle chose de se vanter d'un faux honneur d'être fidèle. Ça, c'est Molière, donc, et c'est Don Juan. Ça veut dire que à un moment, tu vas dire, c'est comme si voilà, tu étais avec une copine, un copain, ou voilà, en fonction, bien sûr, de tes émotions, et tu vas te sentir bien. Tu dis, je suis désolé, il faut que j'y aille, ou je suis désolé, je t'aime trop, ou je suis désolé. Non, surtout si ça va pas, il faut le dire élégamment. Tu vois, les ghosts, ils se séparent par SMS, etc. Mais on est où? On est dans quel pays pour vivre ça? C'est pas possible. Dans quelles émotions? Donc il faut prendre le temps de lui dire, tu sais, ça va moins bien, tu sais, ça va bien, j'ai envie de continuer. Mais surtout, quand tu prends une voie, il faut aller jusqu'au bout. Et quand tu parles de l'ennui, tout à l'heure, Flora, c'est que à un moment, tu peux pas t'ennuyer si tu fais les choses à fond. C'est quoi ton pire ennemi, Abel? Je pense que mon petit ennemi serait quand même la redondance. Oui, c'est ça, mais la redondance, donc ça se travaille. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est la répétitivité, c'est-à-dire que si tu dis 2 fois la même chose, c'est pas bien. Par exemple, j'essaye de dire chaque jour, bonjour différemment. C'est vrai. Chaque jour, j'arrive sur le plateau et tu dis, mais... alors à l'époque, on avait un journaliste qui s'appelait Yves Morosi et qui disait « Bonjour ». Étienne a connu « Bonjour ». Et il disait tous les jours « Bonjour ». Mais c'était son gimmick. Moi, à la télé, il y avait les potes à Attention à la marche, vous vous rappelez de Fleur Pote, Zizi Pote, machin, etc. Là, maintenant, on a le petit Jluc qui est là et qui rigole et tout. Mais j'essaye de dire, ton pire ennemi, c'est la répétition, comme tu dis, ou la répétitivité de se dire, cette redondance permanente. C'est à toi de travailler pour que, justement, ton imaginaire aille toujours plus loin et que, comme dans un couple, et je vous souhaite réellement d'être amoureux, de vous émerveiller de la vie au quotidien et d'aller toujours plus loin, et parce que la vie est pleine de petits échantillons qui nous font du bien. Comme disant... Et c'est quoi ton... Pour le moment, je dirais c'est le temps, du coup, comme Mélina. Non, je dirais soi-même. Donc tu es redondant, alors c'est répétitif. Je dirais soi-même. C'est-à-dire soi-même. Soi-même, c'est se mettre ses propres bâtons dans les roues, ne pas être 100% confiance avec soi-même. C'est très difficile, la confiance en soi. Ben oui, non, mais le jour où tu as confiance en toi, c'est vrai que tu sais... Non, mais c'est perdu. C'est-à-dire que ça fait un but à personne, ça fait... si tu n'as pas confiance en toi, plus tu vas travailler et plus tu auras confiance en toi, parce qu'il faut que tu sois fier de toi. C'est ça le but. Donc, c'est-à-dire, si tu te jettes dans le boulot, que tu n'es plus dans le paraître, parce que c'est important. Tu vois, tu es bien coiffé, tu fais attention, tu as mis une veste, et c'est très élégant. Pour les personnes qui vont te regarder. Mais si tu es dans l'être et que tu n'es plus dans le paraître, d'un seul coup, moi, tu vois, j'arrive, voilà, je suis dans l'être. D'accord. Donc, je suis comme ça. À la télé, effectivement, je suis dans le paraître. Mais les gens, ils me reconnaissent avec mon terme de voix, ma manière de parler. Et voilà. Et toi, je finis, t'inquiète pas, je prends du temps. Parce qu'il y a d'autres questions. Moi, c'est la négativité. Enfin, je pense qu'il faut toujours voir le positif. Rémi, bravo. Yes. C'est vraiment tous des cons. Yeah. Parce que d'abord... Non, mais tu as raison, il faut aller... De toute manière, quand tu as un problème négatif, il faut le transformer en positif. Mais voilà, parce que mois par mois, ça fait plus, tu te rappelles? Oui. Voilà, c'est tout. Nous avons une deuxième vidéo pour vous. Ouf. Alors moi, ça fait depuis toute petite que je regarde l'émission Les 12 coups de midi. Je connais grâce à ma famille qui regarde régulièrement. Et je trouve qu'en fait le parcours il est magnifique parce que ça reste toujours aussi dynamique et sympa à regarder l'émission. La question que j'aimerais poser,
si demain l'émission Les 12 coups de midi s'arrêtait, vers quoi est-ce que vous vous pencheriez par la suite? Qu'est-ce que vous feriez par la suite si ça s'arrêtait en fait cette émission? C'est cool, ça y est, merci parce que voilà, il y avait. Traduction, ouais, parce que je faisais plein de bruit, ça va ton oreillette? Ça va mieux l'oreillette. Vous mettez une oreillette parce que je déteste. Oui, de temps en temps, mais j'écoute pas. Voilà. Non, mais c'est pour me dire où ils en sont, machin, tout ça, mais. Mais du coup, vous avez réussi à entendre la question quand même ou pas forcément? Ouais, c'est ça, si les 12 coups de midi, c'est gentil. Si les 12 coups de midi s'arrêtent, vers quoi j'aimerais tendre en fait, c'est ça? Ouais. Eh ben écoute, les 12 coups de midi vont pas s'arrêter. Et bah ça, c'est une exclusivité non, mais j'essaye de TDP. répondre C'est une court. exclusivité TDP. Bonne réponse. Moi, je trouve que c'est une bonne Non, mais réponse. c'est ça, mais voilà, mais je fais plein de choses. Voilà, j'adore les animaux, je suis un malade d'animaux. J'aime donner du temps pour les personnes âgées, il faut y penser. Il ne faut pas oublier les personnes âgées. Surtout pas, c'est elles qui vous parlent. Par exemple, moi, j'ai plus ma maman. Regardez, voilà, vous voyez, boum, elle est là. Voilà, elle est là, et je continue à lui parler, et ça fait 3 ans et demi qu'elle est partie, et continuez à parler à vos parents, filmez-les, écoutez-les. Ce qui manque, c'est le timbre de voix. C'est-à-dire que quand vous les avez plus, ils peuvent plus répondre. C'est vrai. Donc c'est ça qui pour moi est hyper important. Donc je m'occuperai de personnes âgées, d'animaux, d'enfants. Voilà, je suis là. Une fois de plus, j'ai des enfants qui ont vos âges. Donc voilà, ce qui m'intéresse maintenant, c'est effectivement la transmission et puis voir vos petits minois qui sourient. Et puis voilà, qui disent attention, ne vous affalez pas trop quand même, Flore. Parce que ça fait pas bien. Marin était là, il y a Marin en visu. Merci Marin. Merci Marin. Merci beaucoup. Laissez-vous aller les filles. Et justement, on a encore une vidéo pour vous, ça ne s'arrête plus. On va la regarder tout de suite, je pense que c'est plus... Bonjour Monsieur Reichmann, juste une petite question, savoir un petit peu votre préférence entre le fait d'animer votre émission tous les midis ou votre position, votre rôle en tant qu'acteur à la télé. Ouais, c'est complémentaire. En fait, c'est assez rigolo parce que lorsque je suis à la télé sur mon émission, par exemple le midi, sur les 12 coups de midi, il y a un énorme travail sur l'autre. Je vous écoute, je vous regarde, ça y est, je vous ai capté, tout va super bien. Et c'est intéressant pour le mettre en valeur, en fait. Alors que lorsque tu es comédien, que ce soit au théâtre ou dans Léo Mattei, tu travailles beaucoup sur toi pour que le téléspectateur ou le spectateur ou l'auditeur puisse recevoir le plus beau des messages à faire passer. Et que ce soit le plus simple et le plus sincère possible. Et vous verrez, plus vous avancez dans la vie et plus vous allez vers la sincérité et vers une question de plus ou moins de vérité. On a plus la langue dans sa poche. Moi, j'ai passé 60 ans et je me sens hyper bien. Mais ce sont des exercices pour répondre aux monsieur qui sont totalement complémentaires. Et une fois de plus, ça prend beaucoup d'énergie d'écouter les autres. Mais je trouve que chacun doit avoir sa chance. Il y a des pilotes de chasse, il y a des personnes qui sont sans emploi, il y a des personnes de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. J'ai été, par exemple, la première personne à mettre des couples homosexuels sur les canapés des amours, parce que c'était pour le respect de la différence, pour tendre la main. Et aujourd'hui, c'est dans les mœurs et tout va super bien. On est dans une espèce de joie, dans une société où il faut avoir du partage. Et bah justement, j'en profite. Il y a une personne qui voulait partager un message avec vous. Oui. Cette fois, vous la connaissez, cette personne. Oui. Je vous laisse avec. Et bah finalement, on vient de me dire qu'on ne l'avait bon pas. Voilà. C'était Louis Baudin qui voulait vous passer un petit message. Louis. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Non, mais c'est pas grave. Alors j'ai sa question en fait. Et vous partagez un territoire commun avec lui, c'est la Corse. Et il a dit quand est-ce que l'on se voit en Corse? Ah ouais, c'est sympa. Oui. Je savais pas. Je vais vous l'envoyer là. Ah ouais, non, mais avec un grand plaisir, mais je sais pas où il est encore. Je vais lui demander. Pas de problème. D'accord, parce que enfin, c'est ce qu'il y a de rigolo. Juste, je vous dis, Evelyne Delia est ma voisine en Corse. Alors toutes les Miss Météo, tous les mystères et Miss Météo sont en Corse. Et Jacques Legros n'est pas loin. C'est drôle, je savais pas. Non mais en plus j'adore Louis, tu vois, on parlait d'élégance. T'as vu comment il était tout à l'heure avec Antoine? Ah oui, très élégant. Il était vachement bien et il était devant TF1, il n'était pas obligé quoi. Il lui a dit oui.
Et je pense qu'il est temps malheureusement de conclure cette grande interview. Mais c'est pas vrai déjà. Vous faites court. Et en tout cas, merci pour ce moment privilégié. Je peux vous assurer que je pensais pas avoir l'occasion de faire ça, et encore moins à 20 ans. Est-ce que vous avez été au Festival de Cannes ? Non, parce qu'en fait, c'est pour les films. Donc j'étais pas du tout convié. Et puis de toute façon, oui, c'est pas trop mon univers, le Festival de Cannes. C'est plutôt des longs métrages et voilà. Et nous, Flore y a été, et on va avoir encore quelques chroniques. Et Flore va nous parler du film L'Abandon sur Samuel Paty. Flore, c'est à toi. Fallait-il, oui ou non, aborder l'assassinat de Samuel Paty sur grand écran? C'est la question que je me suis posée aujourd'hui pour ma chronique. Le 16 octobre 2020 a bouleversé la France entière. Samuel Paty, professeur d'histoire géo, a perdu la vie pour avoir donné un cours sur les caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo. Pour rendre hommage à cet homme, rien de mieux que Vincent Gareng, réalisateur connu pour ses films basés sur des affaires criminelles. Mais pour vous remettre dans le contexte, je vous laisse avec la bande-annonce. J'ai jamais rêvé d'être un héros. Mais que mes cours éveillent une vocation, ça oui, j'avoue que j'en ai rêvé. Bonjour, monsieur Paty. Aujourd'hui, on va faire une étude de cas. Liberté d'expression, liberté de la presse. Ça vous dit quelque chose? C'est Charlie Hebdo? Exactement. Pas de blague aujourd'hui? Bon, allez, une blague pour Drissou. Il y a un problème? Je viens de revoir la vidéo, les vues arrêtent pas d'augmenter. Elle est mensongère, elle donne clairement le... Avec plus de 500 000 entrées depuis mercredi 13 mai, L'Abandon a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. C'est un film de merde. C'est un film dangereux. Tu sais, des fois, t'as des films qui sont mauvais, mais là, les gens, ils applaudissaient. Vous applaudissez quoi, franchement? Tous les musulmans hommes sont méchants. Toutes les femmes musulmanes, par contre, elles sont soit soumises à leur mari, soit elles sont gentilles. C'est toujours ça. Et à la scène de la mort, ils crient Allahu Akbar avant de mettre le coup de coude. De nombreux internautes dénoncent le fait que le film renvoie une image péjorative des musulmans et déplorent le fait qu'il ait été présenté dans la catégorie hors compétition au sein de la sélection officielle du Festival de Cannes. Pourtant, le réalisateur Vincent Gareng a pris le choix spécialement d'attendre la fin du procès afin d'être le plus exact possible dans le déroulé des faits. Son objectif premier, retracer les 11 derniers jours du professeur afin de montrer les défaillances au niveau de la police et de l'éducation nationale. Voici sa réponse face aux remarques. J'ai voulu faire un film tout sauf islamophobe, vu en enquêtant qu'il y avait des tas d'éléments très positifs sur les musulmans. C'est vraiment un film de réconciliation. C'est un film où il y a beaucoup de musulmans qui ont des rôles très positifs. Des musulmans ont soutenu ça. Pour la consécration de ce film hommage, Michael Paty, sœur de Samuel Paty, a joué le rôle de consultante. Mais si ce film fait autant parler, c'est qu'il illustre surtout une crise au sein de l'éducation nationale. La mort de Samuel Paty est due à un engrenage que personne n'a su arrêter. C'est pourquoi, 1 an après son assassinat, la loi confortant le respect des principes de la République est rédigée. Elle a pour but de préserver le séparatisme pour lutter contre le radicalisme religieux et les atteintes aux valeurs républicaines. Aujourd'hui, ma question était de comprendre quelle était la première réaction d'un établissement lors d'un incident. Pour cela, Michael Gillard, professeur d'histoire géo au lycée Boucher de Perthes depuis 25 ans, nous fait un état des lieux de ce qu'il se passe dans les salles de classe. Souvent, ce qu'on a l'impression, c'est que la direction, elle ne veut pas faire de vagues. La première chose, souvent, c'est quand il y a ce genre d'affaires, c'est on ne veut pas faire de vagues, on essaie d'étouffer la chose, on essaie de régler en interne, même si justement on a des signalements à faire. Les établissements ont des signalements à faire au rectorat s'il y a un problème d'antisémitisme, de discrimination, de réaction qui est inappropriée.
On voit que l'affaire Samuel Paty, ainsi que Dominique Bernard, a conduit au fait qu'on voulait protéger les professeurs sans propulser l'affaire sur la toile publique, là où justement on ne peut plus reprendre le contrôle. Notre génération a grandi avec les attentats, mais est-ce que la nouvelle génération est autant consciente des enjeux ? Alors moi j'ai l'impression que plus on avance, plus la notion de laïcité, elle est floue pour les élèves. Et en fait, le fait d'en avoir parlé dans les médias, d'utiliser le terme de laïcité à tout va, n'a pas rendu plus clair en fait la notion. Au contraire, en fait, j'ai l'impression que chaque fois qu'on l'aborde chaque année, c'est pas clair. Rien que la base qui est la séparation de l'État et de l'Église, pas clair pour eux, j'ai l'impression. Ces amalgames... moi j'ai l'impression que... Ces amalgames mènent jusqu'à la peur. Je vous laisse avec les mots d'un étudiant scolarisé au collège du Bois d'Aulne, lieu où enseignait Samuel Paty. J'ai pu voir ça comme j'ai été scolarisé dans cette ville. Il y a aussi de la peur pour les parents de religion musulmane, car il y avait une partie qui avait peur d'être attaquée par des terroristes et une autre partie qui avait peur d'être vus comme des terroristes vis-à-vis de leur religion. J'ai pu voir ça. Un dossier pédagogique a été transmis à l'ensemble des professeurs de collège et lycée. L'abandon pourrait ainsi devenir un support pour ouvrir le débat au sein des établissements scolaires. Merci Flore pour cette chronique autour d'un film donc, qui ravive une blessure encore très présente dans les mémoires collectives. On en pense quoi de ce qui s'est passé Non, c'est une horreur, mais une fois de plus, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est vrai qu'on ne va pas approfondir plus, mais tout est une question, je pense, d'éducation et de bienveillance. C'est le vivre ensemble qui est le plus important. Et c'est, tu vois, là, on va arriver présidentielle, dans un an, on aura un nouveau président. Alors, qui sera le nouveau président ? Il faut savoir, c'est-à-dire que ce sont vraiment ces fléaux qui vont prendre le plus d'importance, c'est-à-dire toutes ces violences insupportables. Les gens ont besoin de sécurité, certes, ils ont besoin de sécurité de l'emploi, du train de vie, du quotidien, mais voilà, ils ont peur. C'est ça qui est super dur, quoi. Se vivre ensemble. À l'époque, pour essayer effectivement d'aller un peu plus loin, on avait, nous, à l'école, une éducation civique. C'était du civisme. On apprenait à dire bonjour, merci. On avait quand même les trois mots liberté, égalité et fraternité. Et je trouve que ce côté fraternité s'en va de plus en plus. Et je pense que ça passe, voilà, quand on parle de la scolarité. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les profs, pour les instituteurs, qui ont beaucoup de patience, parce que nous, on l'aurait peut-être même pas. Mais c'est ça qu'il faut essayer de voir à la base. C'est comment amener le mieux tous ces jeunes qui ne sont pas, une fois de plus, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont pas demandés à être ici, quoi. Et donc il faut les accompagner au mieux. Donc c'est ce que je pense, c'est se vivre ensemble où ça pourrait être tellement dans une joie. Voilà, je travaille pendant 4 mois par an à Marseille. Je vis Marseille, je transpire Marseille, j'adore Marseille, je suis fan. Mais c'est une mégalopole complètement dingue, c'est voilà, de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. C'est une musique qui est un cri qui vient de l'intérieur. C'est Bernard Lavilliers qui disait ça, un chanteur. Oui. Et c'est ça, c'est de se tenir la main. Et alors après, voilà, c'est l'éducation et le respect, savoir dire juste bonjour, savoir dire merci. Et aussi merci à la vie aussi. On pense aussi à Dominique Bernard, donc une œuvre qui pose une question essentielle, comment transmettre, expliquer et protéger les valeurs de la République. Je vous conseille une chose, le chat, si vous ne l'avez pas vu encore, ce film, sous les conseils de Flore, allez le voir. On va changer complètement d'univers, Jean-Luc. Merci, c'était intéressant parce que tu as mis beaucoup de toi et beaucoup d'amour, entre guillemets, et tu as super bien travaillé. Parce que c'est pas des sujets faciles, quoi. On n'a pas la solution aujourd'hui. C'est ça qui est compliqué. On n'a pas la solution. Tu vois, il peut toujours y avoir des accidents. Tout type d'addiction peut être sujet à un accident très rapidement. Tout type d'addiction, je dis bien tout type d'addiction. Alors, voilà, c'était juste pour te dire bravo.
On change donc complètement de domaine. Pourquoi ? Parce que vous avez dit, et vous le dites toujours, que l'école de la vie, c'est le sport. Et nous avons notre pilote à côté de vous qui s'appelle Margot. Et donc, elle va vous plonger au cœur du sport et des 12 heures du circuit. Paul Ricard, Margot, c'est à toi. Et oui, ce week-end était bien riche en sport entre la finale de Roland-Garros que tu as évidemment suivi, Raph. Je suis toujours les finales de Roland. Et donc avec la victoire de Alexander Zverev qui s'est imposé face à l'Italien Flavio Cobolli en 5-7 et il remporte son premier grand chelem après 4 tentatives, comme quoi il faut jamais abandonner. Monsieur Reichmann, vous portez un intérêt tout particulier pour le tennis. Vous êtes un grand amateur, on vous voit régulièrement dans les tribunes à Roland-Garros, notamment accompagné de votre femme. On a retrouvé cette photo de vous en 2016 dans les tribunes. Je suis sérieux là, non? Oui. En fait, tu vois, j'avais un truc dans la dent. Elle exclut encore. T'as vu, on avait les mêmes casquettes en plus. Exactement, et bien justement, je reviens sur votre casquette parce que ici on a un grand fan de Manchester City. Ah ouais. C'est Manchester United. Plus jamais de ça. Plus jamais City. Pardon, désolé. Donc, vous êtes vraiment fan de Manchester United? Non, mais j'ai trouvé. C'est bon. Non, mais j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, non, toi, tu vas pleurer avec ce qui s'est passé, donc évidemment. On est troisième, oui, on est qualifié pour la Champions League. Voilà, c'est ça, d'accord. On n'est pas en Europa League, monsieur Reichmann. On n'est pas en Europa League. Mais donc, voilà, ouais, non, mais que ce soit le tennis ou n'importe quel type de sport, en fait, ce que j'aime bien, c'est les coachs, c'est les managers. Ok. Sir Alex Ferguson, du coup. Ouais, mais que ce soit Ferguson, que ce soit au rugby, Bernard Laporte, Didier Deschamps, peut-être Zidane, là, est-ce que c'est Zidane qui va arriver? J'aime bien les coachs, parce que j'aime bien les gens qui fashionent et qui façonnent un petit peu et qui coupent les têtes. Le PSG était une preuve que tout peut exister. Je veux dire, il fallait quand même le courage pour enlever Mbappé, non? Élégamment. Donc moi je trouve ça fantastique. Et aujourd'hui, ça fait 2 fois qu'ils sont champions d'Europe, le PSG, grâce à l'entraîneur, grâce au coach Luis Enrique. Et je trouve ça merveilleux. Donc je suis fasciné, voilà, je suis séduit même par Luis Enrique, mais par Didier Deschamps, parce qu'il avait pris une équipe. C'était quoi? C'était Raymond Domenech juste avant lui, de mémoire. Laurent Blanc. Laurent Blanc, Domenech, quand tu vois qu'il sort du bus en Afrique du Sud, je crois, de mémoire, et il lit la lettre, ben non, finalement, on fait grève. Salut, c'est Raymond. Et là, tu dis, oh Raymond, j'ai un problème là. Oh, tu t'es laissé marcher dessus, tu t'es laissé dépasser. Donc voilà, je suis plus... Mais en fait, pour tout te dire, si j'avais pas eu le sport, je serais peut-être plus là. Parce qu'on parlait de mon accident de moto tout à l'heure, et je me suis forgé, outre le physique, on se fout du physique totalement, mais je me suis forgé un mental, et mon grand-père m'avait dit, tu avais une chance sur 5 de rester en vie, et tu l'as prise. Et si j'avais pas eu le sport et cette force mentale, d'aller plus loin et toujours plus loin sur soi, cette recherche sur soi dont on parlait tout à l'heure, je sais pas si je serais encore en vie. Bravo. Non, mais sans le sport, c'est sûr. Et tu voulais me dire autre chose? Oui, effectivement, j'avais une question. Parce que donc en 2016, c'était il y a 10 ans, et c'est Djokovic qui a gagné, qui a remporté le tournoi. Vous aviez mentionné à ce moment-là, dans une interview pour Le Figaro, être nostalgique de certains joueurs atypiques et au fort caractère comme Jimmy Connors. 10 ans plus tard, est-ce que vous avez toujours cette même nostalgie, ou est-ce que vous avez trouvé un joueur qui vous procure les mêmes émotions que Jimmy Non, moi Connors, j'aime bien les gens qui ont du panache, qui ont de la diverse, voilà, qui disent, qui parlent. Il y a une des sœurs Williams qui revient. Serena, je veux dire, elle y va, quoi. Elle prend un risque, peut-être même ça marche pas, mais elle le dit, mais elle y va. Mais à l'époque, vous n'avez pas connu les Jimmy Connors, les John McEnroe, puisque voilà, c'est plus de ma génération. C'était des gens qui étaient vraiment hauts en couleur. Et les mecs, ouais, qu'est-ce que tu fais, machin et tout. Là, maintenant, tout le monde est un petit peu... voilà, sur la même lignée. Bon, tu vois, tu as des gens comme Gaël Monfils qui étaient un petit peu plus haut en tempérament. Et voilà, mais c'est regrettable parce que tu peux avoir cette exigence.
si tu n'es pas exigeant dans tout ce que tu fais, tu vois, sur Samuel Paty, c'était vachement bien parce qu'elle a eu une exigence et tu allais, quand on parlait on avait peur de s'éparpiller tout à l'heure, comme on le disait avec Mélina, c'est cette peur de ne pas en avoir assez et tout et tout. Si tu as une exigence et tu te fixes un objectif, plutôt que d'aller vouloir faire plein d'émissions et être partout, finalement, moi, je me sens plus un artisan. Tu vois ce que c'est, un artisan tranquille? Tous les jours, il va à son boulot, qu'il soit boucher, qu'il soit agriculteur. Tu vois, c'est ces métiers que j'adore, qui sont dans le contact, dans la vraie vie, dans la terre ou quoi. Je trouve qu'il faut prendre le temps. Et quand comme Djokovic, voilà, il s'est lâché de plus en plus. Au début, il était un peu comme ça, strict. On disait, mais il vient d'où? Il est serbe, hein, c'est ça, je crois. À un moment, tu dis, wow, il est taillé à la serbe, tout ça. Et puis plus ça allait, plus tu vois, il rigolait avec un petit ramasseur de balles. Il dit, oh, tiens, prends la balle, tiens, allez, prends ma raquette et tout. Le gamin, il était là, il va s'en rappeler toute sa vie. Je crois que de temps en temps, une fois que tu as tellement bossé, tu peux te permettre de lâcher le volant de la voiture. Et en parlant de voiture, je crois qu'il y avait un truc à Monaco justement ce week-end. Oui, effectivement, ce week-end, on a été gâtés puisque c'était la 83e édition du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Et même si on a tous notre pilote favori, il faut savoir que ce week-end, on soutenait tous le nouveau prince de Monaco, Charles Leclerc. Non, c'est trompé. Sauf toi, Abel, peut-être, mais malheureusement pour lui, ça n'a pas été le week-end rêvé puisqu'il a dû abandonner au 66e tour. Mais si ça peut rassurer le Monégasque, un peu tout le monde, ça a été un week-end un peu cata pour tout le monde quand même, dont Max Verstappen de qui on attendait beaucoup ce dimanche mais qui a même pas pu finir le premier tour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tourner sur Manchester au United, début, je pense. c'était pas une cata pour tout le monde parce que Antonelli, dont on parlait tout à l'heure, Kimi. Ah, c'est ça, oui, prénom? c'est ça, Andrea Kimi Antonelli, ouais. Et il a 19 ans, donc ça laisse une chance. Et Lewis Hamilton, il en a 38, donc c'est pas une cata pour tout le monde. Il y a quand même eu 7 abandons. Oui, l'abandon de Charles Leclerc, en fait, c'est pas obligatoirement d'abandon. D'un seul coup, il dit ouais, ça marche pas, les freins et tout. Et quand si tu regardes bien et si tu vas jusqu'au bout, moi je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après, il y a eu un break pendant longtemps, ils ont nettoyé le bitume, il y a eu un problème de bitume. C'est pas ça du tout, c'est lui qui avait touché au début. Il a touché, et à un moment donné, c'est parce qu'il a touché que la direction et les freins n'ont plus répondu après. Et c'est pas la faute de la mécanique. Et c'est ça, on a cru que c'était en disant ah ouais, il y a eu un problème, c'est une cata et tout. Non, c'est parce qu'il a fait une faute humaine, je pense, il me semble, et que ça a entraîné, voilà, ce frottement a entraîné autre chose et une répercussion. Tu n'as pas l'air d'accord, apparemment, Hugo. Personnellement, non. Vas-y, dis-moi. Mais... Non, mais on peut faire un débat, ça peut Non, mais il a touché avant qu'il fasse son tout droit et que la direction... Il y a eu des problèmes de frein dès le vendredi. Ce n'est jamais de sa faute. Il a des problèmes de frein même depuis le Canada. Moi, je sais pas, mais on pourra regarder. Moi, je suis totalement Ferrari. De toute manière, Hamilton, il arrive second, ça me va super bien. Je suis aussi pour Ferrari. Donc et voilà. Je suis mitigé. Non, mais en plus, Adjar, il arrive 3e, il est français. Tu vois, je suis super content. Mais justement, j'allais en parler parce que je voulais saluer quand même cette P3. Désolée, je vous coupe, mais cette P3 et son magnifique podium. Tu ne me couperas jamais autant qu'Abel. Abel enchaîne. Donc c'est la deuxième fois qu'il monte sur les marches du top 3. Mais nous, ce qu'on espère surtout cette année, c'est la victoire. Et Monsieur Reichmann, vous étiez présent justement à Monaco ce dimanche. Je suis revenu merci. C'est chic ou pas? Merci. Je suis revenu de Monaco pour vous. Alors, c'est un chic. Vous étiez accompagné de votre fils, Swan, qui est DJ et qui a d'ailleurs mixé pendant une soirée monégasque. Vous n'avez pas manqué l'occasion d'ailleurs d'exprimer votre fierté sur votre compte Instagram. On regarde un petit extrait. Yes. Coucou Tour de piste, bienvenue au circuit. Abonnez s'il vous plaît. Prenez parce que vous allez prendre. Abonnez-vous à mon fils s'il vous plaît. Maintenant, ça va me faire plaisir. Sur Insta, merci. Heureusement que Rémi est là. Merci Rémi. Tous les autres continuent à manger. Allez-y sur Insta. Arrête de bouffer, toi. C'est qui avec les lunettes et la Rémi? Ah, c'est Marin, le DJ. Je pense qu'on peut rester sur Monaco plutôt. Je pense qu'on peut vraiment rester sur Monaco. Voilà, pardon, excusez-moi. Abel, attention. Ouais. Et il se fait engueuler dans l'oreillette, Abel, le pauvre. Il se fait engueuler, le pauvre Abel. 23h30. L'école va fermer là.
Margot. Ah oui, bah, et un petit mot sur ce week-end, ouais. Ah non, mais c'est par rapport à mon fils, non, ouais, je suis fier de mon fils. C'est un père qui partage avec ses enfants. J'essaye de partager toujours avec mes enfants. Et d'avoir ses yeux qui brillent, c'est ce qu'il y a de chouette. Quel est le dernier moment que tu as partagé avec ton papa seul ? Je suis partie au Maroc avec mon papa il y a 1 mois à peu près. Et alors ? Et c'était génial. On a fait de la montgolfière et tout. Voilà. On passe beaucoup de moments tous les deux. Moi, je l'ai amené à Monaco parce qu'il est un fan de Formule 1. Et bon, il était un peu dégoûté aussi pour Charles Leclerc. Pour Charles Leclerc, Hugo, qui a fait des fautes. Donc voilà. Non, mais c'était un très très bon week-end partagé en toute intimité entre un papa et son fils. C'est la fierté d'être père. Notre pilote de tour de piste, donc Margot, est aussi allée pas très loin. Elle était près à un peu de kilomètres, mais elle était pas très loin, aux 12 heures du circuit Paul Ricard, Margot. Oui, alors c'est ça. Malheureusement, moi, j'ai pas eu la chance de parler à Charles Leclerc, mais par contre, j'ai décidé de m'intéresser à ce qui se passait à 150 km de Monaco, au circuit du Castellet. Ce week-end, c'était les 12 heures du Paul Ricard. Il faisait beau, il faisait chaud, et je vous laisse découvrir ça en images. Beaucoup tour de piste, bienvenue au circuit. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Bon, c'est un circuit qui est fantastique, c'est un des circuits les mieux structurés au monde. J'y suis presque tous les week-ends. Voilà. On va dire, je viens juste pour voir les Ferrari et les Porsche. Les 12 heures de Paul Ricard, c'est une course assez spéciale puisque c'est une seule et même course mais sur 2 jours, donc 6 heures le samedi et 6 heures le dimanche, avec une grille de départ qui réunit plusieurs catégories, donc GT3, Porsche 992, GT4 et TCE. On a eu la chance d'avoir à notre micro plusieurs mécaniciens et un pilote, on les écoute. Beaucoup tour de piste, bienvenue. Flavien Delmas, je suis mécanicien sur la Porsche 920 de Chazelle Technologies Course. Je suis déjà venu plusieurs fois à Paul Ricard, mais c'est la première fois en tant que mécano. C'est quand même un rêve d'être là et de pouvoir travailler dans ce milieu-là. Antoine Leclerc, pilote automobile professionnel, et je cours pour le team Orchid Racing sous les couleurs de Tudor. On est là pour jouer la victoire et pour le moment, on va dire que le plan se déroule comme on l'a prévu. On part en 2e ligne, donc c'est plutôt encourageant. On est assez confiant sur la pace de course pour jouer aux avant-postes aujourd'hui et demain pour les 12 heures du Paul Ricard. Hi, my name is Kilian. My name is Jan. Car mechanics from Monlau, TCR. 10. We have the 10, the 11 and the 117. Yes. No, 111. We are happy. Nice feelings. Nice feelings. Winning, obviously, winning. First place. Nice feeling. C'est l'écurie suisse Aufort Racing au volant de la Mercedes GT3 Evo numéro 11 qui a décroché la victoire. On félicite les 4 pilotes de l'équipage pour cette magnifique course et je vous laisse avec quelques images du week-end. Hello, TDP. Coucou TDB et bonne chance pour la suite. Bon courage à toute l'équipe Tour de Piste. Hello tour de piste, j'espère que vous kiffez ce que vous voyez. Le circuit est super, donc continuez comme ça et gros bisous. Alors nous aussi on te fait de gros bisous Martin. Bisous Martin. Gros bisous. Et si vous aimez les voitures et la bonne ambiance, je vous donne rendez-vous aux 24 heures du Mans, c'est ce week-end et personnellement Abel et moi on y sera. Ouais. Abel et Margot. La classe. Abel et Margot. Il faut qu'on continue avec la chronique Coupe du Monde là-bas. Ah, il faut s'enchaîner là. La chaleur. J'ai transmis la chaleur. Non mais en tout cas dans le chat ça s'anime, ça va s'animer encore plus avec la chronique Coupe du Monde parce qu'on dit que vous êtes exceptionnel, que vous êtes le GOAT Jean-Luc, de la part de Axel, de Marius, que des compliments pour vous dans le chat. Axel et Marius, voilà, le GOAT. Exactement. Alors à J-2 du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Du coup d'envoi. Du coup d'envoi. J'imagine que vous allez la regarder. On parlait d'avoir C'est impossible, je pense. 48 heures
donc football. Exactement, impossible de rater l'événement le plus suivi de la planète. J'arrive pas à croire qu'on va parler avec un fan de Manchester United Oui, bon, de d'accord. football, mais allons-y quand même. Pas de problème pour tout comprendre. Avant le grand départ, Manon et Hugo vont nous refaire un petit mixte de tout ce qui va nous attendre. C'est à vous. Shakira, we are ready. Et oui, l'été s'annonce chargé avec le début de la Coupe du Monde de football dans 2 jours. Et je peux vous dire qu'en tant que supportrice de l'OM, j'ai hâte d'enfin pouvoir prendre du plaisir à regarder une compétition mondiale. Cette édition, elle se déroulera dans 3 pays différents. Et c'est une première dans l'histoire, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Parce que nous ici, on n'attend que ça. Pas Est-ce vrai, que vous Raph? savez pourquoi ça se déroule dans 3 pays différents? Parce qu'ils ont Absolument payé. pas. Hein? Parce qu'ils ont payé actuellement. Non. Ouais, tu vois, par exemple, par rapport à la curiosité dont on parlait et d'être toujours curieux. C'est vrai, pour le coup, je ne sais pas. Ouais, je pense que c'est pour promouvoir les pays un petit peu frontaliers et pour les mettre en valeur et pour avoir une exposition mondiale. Donc je m'étais posé la question. Donc, Mais moi aussi, je me suis posé la question quand j'ai vu le Mexique, parce que quand on sait les tensions géopolitiques quand même entre les États-Unis et le Mexique, j'étais étonnée de voir une mais tu compétition vois, dans finalement. ta manière d'aborder, par exemple, un papier, comme on disait tout à l'heure, pour aller en profondeur, on parlait des candidats à la télé, des maîtres de midi et tout. En fait, ils ont, je vous le dis, tous comme raison d'être la curiosité. C'est-à-dire qu'ils sont curieux de tout. Les plus grands maîtres de midi, vous connaissez évidemment Émilien, puisqu'il est quand même à peu près de votre génération. Et ben c'est un grand curieux, que ce soit Xavier, Cyprien, Émilien, tous ces gens sont hyper curieux, Paul et tout ça. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Curieux de savoir ce qui se passe parce pour que l'équipe de maintenant il France. faut laisser la parole à Abel, puisque Abel, le pauvre. ça c'est il est encore mon groupe, tu vois. Allez, l'équipe de France, on vous écoute. Et oui, on le rappelle, en 2022, l'Argentine de Lionel Messi avait battu la France en finale au tir au but. Clairement, les Bleus veulent tourner la page de cette terrible désillusion. On parlera de ça plus tard, mais c'est pas le cas. On reste au présent, d'autant plus que Didier Deschamps voudra partir sur une bonne note. Le sélectionneur dispute sa dernière compétition sur le banc des Bleus. On espère qu'il apportera une dernière fois avec lui la fameuse chatte à Dédé. Et oui, et surtout que du côté de l'effectif, c'est du gros lourd, Mbappé, Olysée, Cherki, Saliba, Maignan, sans oublier le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Bref, pour beaucoup d'observateurs, la France dispose du meilleur effectif de la compétition, notamment sur le plan offensif. Ouais, c'est ça, le problème c'est le défensif. C'est la question qu'il faut se poser aussi. Tu vois, Et ça s'est dit hier pendant le match d'ailleurs face à l'Irlande. Vicente Ouais. Lizarazu disait il y a quand même un petit problème lors de la défense, on ne peut pas gagner qu'avec une attaque. Voilà, c'est intéressant. Et Olysée, c'était... Vous pensez que sur le papier, on a la meilleure équipe? En attaque, ouais, Cherki, c'est un mec génial, quoi. Tu l'as vu avec la balle au pied, enfin, c'est un truc de dingue. Lyonnais à la base, me semble-t-il. Ouais. Et un big up à Marius, qui est lyonnais là dans le chat. Et il n'a pas gagné le quiz, parce qu'il m'a dit. Non, mais c'est super agréable de voir, cette joie. Et il me tarde de savoir, c'est qui le prochain? Vous pensez que c'est Zidane ou pas, franchement, Hugo? Oui, il y a de grandes chances que ce soit Zidane. Oui, je pense que c'est déjà signé. Et en tant que supportrice de l'OM, j'espère aussi que ce sera Zizou pour avoir un petit peu de Marseille quand même au sein de l'équipe. Alors T'as vu? Oui. D'accord, t'avais vu? Oui, Bon, d'accord, bien très bien. Allez, on revient à la Coupe du Monde avec le calendrier. Les Bleus auront du lourd dès la phase de poule. Ça commence le mardi 16 juin à 21h contre le Sénégal. Ensuite, le deuxième match contre l'Irak le lundi 22 à 23h. Et enfin, le troisième match le vendredi 26 à 21h contre la Norvège. Ça fait peur, t'as vu ce qu'a fait la Norvège, t'as vu ce que fait le Sénégal. Oui. Exactement. Allez, on va essayer déjà. On va y aller marche allait en par marche, parler. parce que là, step by Exactement. step. Mais là, ça va être, tu parlais de gros lourd, là c'est gros lourd. Ouais, on allait en parler. Voilà quoi. Et bah, comme vous le dites et comme tu l'as dit Hugo, pour beaucoup c'est le groupe de la mort que va affronter la France. Il faudra surtout bien sûr se méfier du Sénégal de Sadio Mané qui pour le rappel est sacré champion d'Afrique en titre en janvier. Mais à la CAN.
Oui, à laquelle- bien sûr. Et Ou le ainsi Maroc. que de la Norvège, d'Erling Haaland, de Manchester City, mon cher Raph. Mais malgré tout, la France reste parmi les favoris pour ramener la coupe à la maison. Mais qu'en est-il des autres nations? Quelle équipe va créer la surprise? L'Espagne. On est parti. Merci. On est parti de me poser la question à Cyril Morin, rédacteur en chef chez Eurosport. J'en vois un, c'est l'Espagne. Vainqueur du dernier Euro, une maîtrise collective totale. Un joueur de classe mondiale à même de faire des différences en la personne de Lamine Yamal. Donc voilà, si je mets deux favoris, je mets les Bleus et l'Espagne. L'Argentine n'est pas au niveau attendu. Le Brésil est en grande difficulté générationnelle. Donc je vois encore un Européen soulever le titre à la fin de cette Coupe du Monde. Le Maroc ou le Sénégal, voilà, je pense qu'on arrive dans l'ère du football africain. On a vu lors de la dernière CAN qu'on a des nations qui commencent à être beaucoup plus structurées, avec des effectifs beaucoup plus mondialisés aussi. Et ça joue forcément des effectifs de très grande qualité. Quand vous regardez l'effectif du Sénégal, notamment qui affronteront les Bleus le 16, c'est une équipe qui peut jouer le top 10 mondial, quoi. Donc je ne serais pas surpris de voir une nouvelle équipe africaine en demi-finale de cette Coupe du Monde. Et puis après, il ne faut jamais négliger non plus les équipes qui organisent les épreuves. Les États-Unis, sur un malentendu, peuvent créer quelque chose. Le Canada, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais le Mexique peut aussi créer des choses. Donc voilà, ce sera beaucoup plus ouvert de par le fait qu'il y a beaucoup plus d'équipes. Et donc, à mon sens, des grosses surprises dès les 16e de finale, ce qu'on n'avait pas avant parce que le format était différent. J'en vois un, c'est l'Espagne. Oui, alors la partie sportive a été faite. Alors est-ce qu'il y aura un changement global pendant les matchs, Hugo ou Manon? Oui, Raph, la FIFA elle a décidé d'introduire des pauses fraîcheurs toutes les 20-25 minutes. C'est pénible ça. Eh oui, on est bien d'accord en avec plus, vous. hier soir, excuse-moi, ils étaient à Lille. À En Lille. France. Pause fraîcheur en Ils faisaient- doudoune. Non, mais en plus, ils étaient en doudoune et tout. Quand t'as vu Giroud arriver à la fin, et tout, ils étaient glacés. Pause fraîcheur, 2h30. Ils ont peut-être bu un thé chaud. Non, mais c'est chocolat chaud. insupportable. Mais t'es pas monté au créneau, tu leur as pas dit, Manon? Écoutez, malheureusement, j'adorerais avoir un petit contact au sein de l'équipe de France. Malheureusement, pas Mais encore. pourquoi d'ailleurs ces pauses en fait? Mais c'est pour mettre de la pub, tu rigoles ou quoi? Bah, exactement, et Mais c'est ce dont attends. on va parler. Officiellement, c'est donc pour empêcher les organismes des joueurs de surchauffer lors des périodes de organismes forte des chaleur. joueurs, mais c'est n'importe quoi. On n'est cocooner un petit on n'est peu, pas à ouais. Monaco. Non, on est d'accord avec vous. Non, mais c'est dingue. Bref, excusez-moi. Mais vous allez voir. Je m'emporte Vous un l'avez- peu. Hugo je suis a la désolé. réponse Vous à notre l'avez dit, question. en réalité, on va pas se mentir, c'est aussi pour placer plus de temps de publicité Merci, et Hugo. donc gagner plus d'argent. Eh oui. Je sais pas si vous avez déjà vu regarder du sport à la télévision Non, jamais. américaine, c'est 15-20 minutes minimum de pub par heure. Donc c'est invivable, c'est un enfer. C'est insupportable. C'est Ouais, insupportable. Mais ces pauses fraîcheurs, elles posent aussi un vrai problème sportif et Cyril Morin nous explique pourquoi. Ça change complètement la dynamique d'un match et ça change même ce sport en profondeur. On a vu sur les récentes expérimentations qu'on a pu avoir que, et notamment lors de la finale de Ligue des Champions, il faisait pas si chaud déjà, donc une pause fraîcheur, il faut quand même que ce soit justifié par la météo. Et au-delà de ça, quand on a une équipe qui pousse mais qu'on a une pause fraîcheur qui arrive, la dynamique elle est coupée et on reprend pas exactement pareil. On arrive dans un monde où ça va être comme des cartons en basket. Ça peut presque devenir de la tactique de se dire attends, on va tenir jusqu'à la prochaine pause fraîcheur. À la prochaine fraîcheur, on va faire un réajustement ensemble et on repart différemment. Donc ça change complètement la dynamique de ce sport. Moi, ça me pose un vrai problème sur l'identité de ce sport. Et bien justement, ça pose une question, est-ce qu'on aura vraiment droit à un show à l'américaine pendant la Coupe du Monde, pendant les mi-temps? Et oui, c'est l'autre grande nouveauté qui est très attendue. Il y aura cette année un show pendant la mi-temps de la finale. Il devrait être similaire à celui du Super Bowl et avec des grosses têtes d'affiche. Et oui, pour le moment, c'est Shakira, Madonna et le groupe star de K-pop BTS qui sont à l'affiche. Un spectacle d'ailleurs qui sera organisé par Chris Martin, que j'espère que vous connaissez tous ici, le chanteur du groupe emblématique Coldplay. La durée du spectacle n'a pas encore été totalement communiquée, mais il est probable que les 15 minutes réglementaires soient largement dépassées. Rendez-vous donc le 19 C'est juillet. impossible, tu te rends compte, il y a toutes les règles qui bougent. Excuse-moi Hugo, je te coupe à chaque fois. Mais tu t'imagines, il y a la pause fraîcheur pour de la pub et tu peux pas. Normalement, c'est 15 minutes la mi-temps. Ouais. Et là, tu t'imagines si ça fait 20 minutes, 25 minutes. C'est un truc de dingue. C'est l'américaine. C'est l'américaine. Ouais, mais Un attends, choix les pubs, si t'as un show pendant 15 minutes, elles sont où les pubs? Donc. Bref, pardon, vas-y Hugo. Du coup, j'allais en venir. Rendez-vous donc le 19 juillet au MetLife Stadium de New York pour ce grand spectacle de fin de tournoi et c'est sûr, ça promet.
Et j'ai pu comprendre tes souhaits, Margot, j'ai pu surtout à comprendre force d'aller à Paul Ricard, tu vois ce que je veux dire qu'il y avait... j'ai pu comprendre qu'il y avait aussi des problèmes de visa, Hugo et Manon. Exactement, Raph, je vous le dis, la liste des pays est longue. On va commencer par l'Écosse. Malgré les plus de 10 000 euros dépensés, plusieurs centaines de fans écossais vont devoir rester malheureusement sur le carreau de leur pays. Et plus généralement, ce sont des milliers de supporters, principalement des pays africains et asiatiques, qui ne pourront pas venir supporter leur pays. La raison, l'administration Trump a mis en place une caution pour les résidents d'une cinquantaine de pays jugés à risque de dépassement de séjour. La sanction touche notamment l'Algérie, le Cap-Vert, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Et cela représente quand même un coût financier en plus, puisqu'on estime que cette caution avoisinerait 13 000 euros. Force est de constater que même en temps de fête, Donald Trump souhaite garder le contrôle sur sa politique migratoire. Et on va arriver à la fin de cette émission et je me sens obligé de vous poser une question. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Parce qu'après on va avoir le droit au moment émotion avec les remerciements, mais je pense qu'avant, avoir votre avis est intéressant. Non, mais c'est super cool parce que vous êtes tous différents, vous avez tous vos personnalités totalement différentes, votre univers à chaque fois différent et complémentaire. Je crois qu'il faut continuer effectivement de bosser. Je me répète sur le travail, mais plus vous travaillerez, plus vous aurez de la satisfaction. Et plus vous travaillerez, plus vous serez libre. C'est paradoxal ce que je dis, mais c'est ce que je dis à mon fils. Donc je vous dis une fois de plus que celui-ci, il a 20 ans, comme tu l'as dit tout à l'heure quand il était DJ ce week-end. Mais plus vous allez bosser, plus vous vous sentirez libre. Et c'est peut-être dur de temps en temps, peut-être que vous ne comprenez pas ce que vous faites sur l'instant, en disant « mais pourquoi j'apprends tout ça, pourquoi ?» Mais ça vous exerce en fait, ça vous entraîne. Et continuer la curiosité, comme se dire « tiens, pourquoi ça se passe dans 3 pays dans le monde ?» et ce côté mitoyenneté. Alors que quand tu vois les frontières, elles sont quand même très très larges, entre de temps en temps le sud du Mexique et le nord ou l'est des États-Unis, c'est très très long, le Canada. Enfin, et bon, même etc. le Canada, ça va faire des trajets en avion énormes pour les joueurs. Et Exactement. côte ouest aussi. Donc je pense qu'il faut continuer à être curieux, respectueux, et puis de toute manière, n'oubliez pas juste un mot, si vous retenez quelque chose de moi, c'est votre métier et nos vies sont basées sur l'écoute de l'autre. Parce que si vous ne les écoutez pas et que vous parlez, et si vous ne pouvez pas rebondir sur ce qu'on vient de vous dire, vous jouerez faux. Merci beaucoup. Et voilà. Et je pense que merci est le mot qu'on peut employer dès Oui, maintenant. tout d'abord, merci. Et puis je vais prendre le temps en fait de ces remerciements et pour dire que c'est la fin et dire que c'est la fin en fait de cette émission. Mais en fait c'est la fin d'une aventure avant tout. Au nom de toute l'équipe d'abord de Tour de Piste, nous avons une grande pensée pour Christophe Glaise, journaliste sportif toujours détenu dans les prisons algériennes. C'était la dernière émission de Tour de Piste. J'aimerais remercier toute cette équipe qui depuis le début, ça fait 2 ans qu'on a lancé Tour de Piste, s'est impliquée. Merci à Alix, Mélina, Aurélie, Margot, Antoine, Rémi, Hugo, Flore, qui se sont énormément investis, Manon pour cette dernière. Ce sont les journalistes de demain, ce sont eux que vous verrez à travers vos écrans ou bien même la radio. Derrière des mots sur les articles, je vous souhaite beaucoup de réussite pour tout ce que vous allez entreprendre. Vous êtes des excellents journalistes. J'aimerais aussi remercier donc Pozzo, Alexandre, Amandine, Indes qui s'occupent de toute la partie du studio. C'est grâce à vous aussi si ces lives que l'on a pu faire depuis 2 ans se réalisent dans de belles conditions. Certains, Jean-Luc, il faut le savoir, prendront d'autres chemins l'année prochaine et je me mets dans ces personnes-là. Alors elles poursuivront leur chemin comme elles le poursuivront et comme elles l'ont toujours poursuivi. Je suis très très fier d'eux. Continuez, moi je serai toujours là pour les soutenir et les regarder et je voulais juste te remercier toi Abel de la confiance et d'avoir partagé ce dernier moment avec moi. Et c'était avec plaisir et pour prendre ma part j'aimerais que tout le plateau rentre. Voilà, donc on va avoir droit à tout le monde pour ce moment. Merci à toi Raphaël et avant de rendre l'antenne pour la première et dernière fois, j'aimerais remercier à mon tour toutes les personnes qui ont fait de Tour de Piste ce qu'elle est aujourd'hui. Quand on est arrivé pour la première fois dans ce studio, je pense qu'un pas un seul d'entre nous imaginait ce qu'on allait pouvoir faire et Monsieur Pozzo, je vous vois en régie, vous non plus vous y croyez pas.
Cette émission nous a appris à se supporter les uns les autres. Et aujourd'hui, le fait de dire que nous partageons ce micro pour la dernière fois a une saveur particulière. Dans quelques semaines, certains partiront vers de nouvelles écoles, dont moi. D'autres poursuivront leur aventure ici. Alors oui, je suis très heureux de partir vers la suite, mais le pincement au cœur à la fin de l'émission sera toujours bel et bien là. Merci à toi, Raph, pour cette expérience en tant que présentateur. Merci à Rémi, Antoine, Mélina, Aurélie, Alix, Flore, Margot, Manon et Hugo pour ces moments. Ce qu'on a construit ensemble semaine après semaine dans ce studio, ça ne s'oubliera pas, et je vous l'assure. On oublie peut-être les détails, mais jamais ce que ça nous a fait vivre, et je suis fier, et vraiment sincèrement fier, que mon dernier travail avec vous soit celui-ci. Merci à vous, Jean-Luc, pour votre bienveillance et pour Merci avoir... beaucoup d'être venu et d'avoir conclu cette dernière émission avec nous. C'est cool, je savais pas que c'était la dernière, toi, tu me prévenir. Merci d'avoir donné leur chance à des étudiants. Et j'espère que nous avons su nous montrer à la hauteur de vos attentes. Merci à chacun des viewers aussi. J'espère que nous avons pu vous proposer un programme qui vous a satisfait. J'imagine que le dernier tour de piste est toujours celui dont on se souvient le mieux. Merci à tous. Merci.